Déjà, je tenais à vous remercier d'être là. C'est vrai qu'on vit une époque, en tout cas un temps qui est un peu particulier, mais on voulait profiter, pas profiter, mais utiliser ce temps pour vous proposer des visioconférences et des rencontres avec des photographes. Il y aura une visioconférence qui sera plus axée sur Lightroom avec notre intervenant, Philippe Chaudret. Ce soir, on rencontrera le photographe Sébastien Leban et en fait, on ne voulait pas que cette période nous empêche de faire ce qu'on fait avec mon collègue Laurent et moi-même tout au long de l'année, à savoir proposer, alors bien évidemment plutôt des workshops apprentissage, on dira, mais on voulait quand même conserver la parole, vous laisser la parole aussi, et c'est pour ça, je vous entendais un petit peu parler de Zoom. On aurait pu trouver d'autres systèmes pour avoir un plus grand nombre, mais c'est vrai que Zoom permet une certaine interaction. Vous aurez la possibilité de poser vos questions. Je crois que je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette visioconférence techniquement, hein. On va faire 2 minutes de technique. À savoir que donc Zoom est un système qui vous permet de parler, d'écrire. Vous allez voir qu'il y a un petit chat. Je vous ai laissé un message de bienvenue à tous ici, donc vous pouvez prendre la parole aussi ici. On va être bien plus de 50. Donc, pour éviter de créer une sorte de brouhaha avec les micros qui seraient ouverts, j'ai automatiquement coupé les micros, mais que vous pouvez rallumer en allant en bas à gauche de votre écran, avec tout simplement l'icône du micro en cliquant dessus, vous allez l'allumer et l'éteindre. Vous avez donc peut-être une fenêtre de conversation qui s'est affichée. Euh, et je tenais à vous signaler aussi que nous étions en train d'enregistrer cette conférence, puisque à terme, peut-être que l'ensemble des 9 conférences que nous avons organisées d'ici jusqu'au 7 mai seront peut-être diffusées. Alors, sur quelle plateforme, nous ne le savons pas encore. Voilà, et tout ça avec votre approbation, bien sûr. Donc ce soir, il fait tellement beau que j'ai envie de dire cet après-midi, nous sommes avec Sébastien Leban. Euh, alors oui, pardon, j'ai oublié de vous dire quelque chose aussi en termes de fenêtres. En haut à droite de votre écran, vous avez le menu de présentation des fenêtres qui va vous permettre d'isoler une fenêtre et automatiquement la personne qui parlera sera normalement mise en avant. Donc en l'occurrence, là je faisais référence à Sébastien Leban avec sa jolie casquette. Voilà. Donc voilà, j'espère que tout le monde, ou une grande partie est arrivée. Donc, si je peux vous demander, si vous ne prenez pas encore la parole, de effectivement couper vos micros pour éviter que ça fasse un écho, une résonance qui pourrait entraver un petit peu la bonne perception de tous. Voilà. Un petit mot aussi pour souhaiter que tout se passe pour le mieux pour vous, enfin le mieux possible en tout cas, et que vous restez bien chez vous. Voilà. Donc voilà, je vais laisser la parole à Seb, on va le laisser se présenter, et puis après on rentrera dans certains de ses travaux, qui nous expliquera comment il les a réalisés, comment lui est venue l'idée, et puis ensuite on vous laissera une bonne partie du temps restant pour interagir. Alors sachez que vous pouvez interagir quand vous le souhaitez, en allumant encore une fois votre micro. Donc voilà, je vais laisser la parole à Seb. Je me permets de l'appeler Seb. Bonsoir à tous. Je suis super content de vous retrouver. Merci Manu pour la petite présentation. C'est une première, je crois, pour moi, pour Leica et puis pour tout le monde, ce type de conférence. Donc, soyez indulgents en termes de technique et de, et de réalisation. On va essayer de Surtout faire au mieux. indulgent. Voilà, surtout indulgents. On va essayer de faire un truc sympa. Je vais vous parler un petit peu de mon travail et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Enfin, l'idée, c'est que ce soit interactif et c'est que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse échanger. Voilà. Je fais une petite Écoute, présentation et ensuite je basculerai sur le partage d'écran pour vous montrer les différents travaux dont je vais vous parler.
S'il y a quoi que ce soit, le moindre problème, n'hésitez pas, vous me faites un petit signe et puis on essaie de remettre ça en ordre. Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc, je me présente, je m'appelle Sébastien Leban. Je suis photographe. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Leica Academy. Je suis photographe et photojournaliste depuis maintenant 2013. Et je travaille pour la presse française, donc pour la presse quotidienne et pour la presse magazine. En commande et à la fois sur des sujets perso. Je vous expliquerai un peu comment s'organise mon travail entre les commandes que me passe la presse et entre les projets perso sur lesquels je travaille, qui sont destinés soit à la presse, soit à autre chose. Après, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre connaissance de la presse et du milieu de la photographie. Donc voilà, je suis désolé s'il y a des répétitions, si c'est redondant, on va essayer de faire ça au plus clair possible. Je te guiderai de toute façon. Pardon ? Je te guiderai de toute façon. Ouais, carrément. Donc, comme je vous disais, je travaille pour une grosse dizaine de titres de la presse française et un peu de presse internationale. En France, je travaille pour Le Monde, pour Libération, pour l'Obs, Le Point, Paris Match, Le Parisien Magazine, l'Équipe Magazine. Voilà, ça dépend des commandes et ça dépend des sujets que je propose. Je travaille spécifiquement sur mes projets personnels sur 2 grandes thématiques. On va les aborder un petit peu tout à l'heure. La première thématique, c'est le conflit israélo-palestinien. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler de près ou de loin, du conflit israélo-palestinien. Et je vais vous expliquer comment je le traite et pourquoi, et sous quels angles et sous quelles thématiques. Et la deuxième chose, c'est le dérèglement climatique. Plus exactement, les conséquences du dérèglement climatique sur les populations. Alors là, ça, c'est un projet que j'ai commencé il y a à peu près 2 ans. Et qui va se décliner en plusieurs épisodes. Là, je suis déjà au 4e épisode. Encore une fois, je reviendrai dessus tout à l'heure. Une chose juste à préciser sur mon travail, c'est qu'en fait, je ne travaille pas beaucoup sur l'actualité chaude. En fait. Je fais pas d'actualité, de manifestation. Voilà, je travaille sur un temps un peu plus long. Pas forcément que des projets au long cours, mais en tout cas un temps moyen. Je vous explique juste un tout petit peu comment moi je perçois pour l'instant ma carrière et comment je perçois l'organisation du travail, parce que la photo, c'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Surtout dans la presse, il n'y a pas énormément de budget. Donc la problématique, la monétisation est extrêmement importante. En fait, moi, j'ai commencé ma carrière déjà avec une approche très, très pragmatique. C'est-à-dire que la première étape pour moi, c'était de réussir à être assez bon techniquement, esthétiquement et avec la dimension informative nécessaire pour être un bon photojournaliste. Et ensuite, de développer un réseau. C'est ça qui m'a permis en fait de pouvoir commencer à travailler et de pouvoir gagner ma vie avec la presse. Une fois que j'ai déterminé mon réseau, en fait, ça demande beaucoup. C'est un travail de VRP, quoi. Il faut aller dans les rédactions, il faut toquer aux portes, il faut aller boire des cafés avec les rédacteurs en chef, avec les rédacteurs photo. Et il faut avoir aussi une force de proposition assez conséquente. En fait, quand je vais dans les rédactions, je vais avec sous le bras des travaux à leur montrer, des idées de sujets qui sont soit déjà réalisées, soit à réaliser. Et surtout, je cible en fonction des rédactions. Parce que, comme vous le savez très bien, les différents canards, les différents journaux n'ont pas la même ligne éditoriale, ne sont pas à la recherche des mêmes sujets, des mêmes approches photographiques. Voilà. Tout ça pour vous dire que l'idée de ce début de carrière, c'était de réussir à vivre de la photographie, de pouvoir m'adapter à ce que recherchait la photographie pour que je puisse travailler en commande, pour ensuite avoir le luxe et l'opportunité de faire des projets personnels. Parce que la photographie, c'est un sport de riche, ça coûte très cher, on ne va pas se mentir. Il faut acheter des boîtiers, il faut acheter des optiques, il faut un ordinateur. Et quand on commence, ça coûte très cher. Donc l'idée, c'était de pouvoir en vivre, avoir une stabilité pour ensuite me focaliser sur des sujets qui m'intéressaient plus particulièrement, des thématiques qui m'étaient chères, et les traiter de la manière dont j'avais envie de les traiter, pour pouvoir me libérer un tout petit peu des carcans de la presse en termes de traitement éditoriaux. Donc voilà, pour moi, le mythe du photographe voyageur qui part sans dessous et qui voyage pendant 6 mois à faire des photos, ça marche pas vraiment. En fait, c'est pas mon background, c'est pas mon histoire. J'ai une approche qui est beaucoup plus pragmatique. Mais l'idée, c'est de réussir à acquérir cette liberté financière pour avoir une liberté éditoriale, visuelle, esthétique et informative plus tard. Voilà.
pour le début de ma carrière. Je pense que maintenant, je suis arrivé à un point où j'arrive à vivre de la presse et je peux plus me concentrer sur ce genre de thématiques. Voilà, pour une petite introduction. Est-ce que tu peux nous dire quel est le moment clé qui a été le démarrage de ta carrière? Enfin, quelle a été la première photo ou les premiers travaux qui ont été publiés et qui ont été et avec lesquels justement tu as commencé ta carrière professionnelle, c'est-à-dire en gagnant de l'argent? Et où Euh, tu t'es dit que tu allais pouvoir en faire vraiment ta vie en fait. Ouais, alors en fait, j'ai commencé à y réfléchir un peu tard. Hein. Je reviens juste 2 secondes sur mon parcours, parce que j'ai pas un parcours qui est classique. En fait, j'ai pas toujours rêvé de faire de la photo. J'ai pas fait de la photo depuis que j'étais tout petit. J'ai commencé à la fac. En fait, j'ai découvert la photo à la fac et je voulais faire du journalisme, mais je ne savais pas exactement sous quelle forme. Si j'étais meilleur à l'écrit, si j'étais meilleur à l'oral, si j'étais meilleur en photo. Donc j'ai commencé à la fac et ensuite je me suis formé. Je me suis formé tout seul en fait. Je me suis formé sur le tas. Et je me suis formé en allant démarcher les rédactions et en faisant mes propres sujets. Et pour répondre à ta question, en fait, les 2 premiers gros sujets que j'ai vendus, je vais essayer de vous partager l'écran pour vous montrer les images. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit cet écran? Oui, tu es à gauche. Ça va? Ouais. Ok. Alors, Nickel. j'essaie juste d'organiser la fenêtre pour que je puisse voir correctement tout ça. Ok, super. Ouais, voilà. Alors, en fait, comme je vous disais, moi, j'ai une approche qui est très pragmatique, c'est-à-dire que c'était important pour moi d'aller dans les rédactions, de connaître les gens et de leur proposer des sujets directement. Donc, en fait, le premier sujet que j'ai vendu, voilà, c'est la première image qui était publiée, c'est un sujet sur les Roms en Roumanie, mais c'est un village particulier dans le sud de la Roumanie où il y a des Roms qui sont extrêmement riches. Donc, ne me demandez pas comment ils font leur argent, je ne vais pas vous répondre, mais toujours est-il qu'ils sont extrêmement riches, ils ont des grosses voitures, des grosses maisons, et ils adorent le montrer. Et en fait, j'ai pitché ce sujet à la rédaction de VSD, au chef photo de VSD, qui est Marc Simon, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et en fait, c'est la première fois où j'ai réussi à vendre un sujet et où j'ai pu partir sur ce reportage en étant en tout frais payé en fait. Et donc ce sujet a été publié ensuite, ça fait 8 pages je crois dans VSD, donc là c'est l'image d'ouverture. Voilà. Et dans le même temps, la même année, j'ai réussi à rentrer dans la rédaction du Point en leur proposant un sujet qui n'était pas fait là pour le coup sur les UMJ, c'est les urgences médico-judiciaires de l'Hôtel Dieu à Paris. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un tout petit peu les UMJ, mais en gros, c'est une unité médico-carcérale en fait, où tous les gardés à vue sont amenés pour qu'ils puissent consulter un médecin. Donc, c'est à la fois un hôpital, mais il y a aussi des cellules, et la police et les médecins cohabitent. Et donc, on avait fait une semaine d'immersion dans ce service. Et grâce à ça, j'ai pu rentrer entre guillemets, je ne suis pas embauché, mais j'ai pu commencer à travailler pour la rédaction du Point. Seb, Oui. je me permets de te couper parce qu'on a une première question de Jonathan qui demande si tu prévends tes sujets, si tu vends tes sujets à l'avance aux rédactions et si justement tu as une enveloppe financière pour réaliser ces sujets. Alors, au début, non, ça ne marche pas parce que personne ne te connaît et personne ne te fait confiance et c'est normal, c'est légitime. Mais au fur et à mesure, oui, là, par exemple, les derniers sujets que j'ai réalisés, j'ai réussi à les prévendre. C'est des projets personnels, mais que j'ai réussi à prévendre en les pitchant, en les présentant aux rédactions. Et c'est des rédactions avec lesquelles je travaille déjà, donc ils me font confiance. Et là, ils m'envoient un reportage tout frais payé. Donc le sujet, non seulement il est payé, mais en plus, j'ai l'assurance de la parution et de ma rémunération. Donc ça, c'est vraiment la condition optimale dans ce genre de situation, mais ça devient de plus en plus rare. C'est vraiment de plus en plus rare. C'était le cas, c'était très régulier il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand je parle à des confrères qui ont connu l'époque dorée, entre guillemets, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut réaliser les sujets sur ses propres deniers, les revendre après et, dans le meilleur des cas, rentrer dans ses frais. Mais voilà, ça c'est la réalité de la situation économique de la presse aujourd'hui. Mais bon, on y reviendra aussi tout à l'heure. D'accord. Tac. On a une autre question qui pourra peut-être Je mets la fenêtre toute seule, quoi. ouais, que tu développeras de toute façon, je crois, tout à l'heure, mais c'est de savoir si tu pars seul ou si tu as un rédacteur à tes côtés.
Alors, J'imagine que ça, ça dépend des séries. Ouais. j'allais aborder cette thématique dans la deuxième image que je vous montre. Ça, c'est une image qui est extraite du premier sujet que j'ai vendu à Paris Match en Israël. Et ça répond à ta question, Emmanuel, parce que justement, c'est le premier sujet que j'ai fait pour Paris Match en texte et en photo. Parce que déjà, c'était un petit défi personnel que j'avais envie de m'essayer à l'écriture, de voir si j'étais capable de le faire, si je le faisais bien ou pas, et surtout découvrir ce mode de travail. Et aussi parce que c'est très très simplement un bon argument de vente. Là, pour le coup, j'étais en Israël, j'étais tout seul. Si Paris Match me dit OK, on prend le sujet, si je leur dis je suis capable de faire le texte, eux, très concrètement, ça leur économise un billet d'avion et un pigiste ou quelqu'un qui va venir faire le boulot pour le texte, quoi. Donc, pour répondre à ta question, c'est assez variable. Sur des projets perso, je peux travailler tout seul. Je travaille tout seul sur mes projets perso, soit en texte, soit en photo. Que le sujet soit destiné purement à une expo photo ou purement à un travail photographique ou alors un texte accompagné de photographie, je travaille tout seul. Et surtout quand je suis en commande, je suis en binôme avec un rédacteur. Et après, je ne vais pas vous mentir, je travaille 50 fois plus, je préfère 50 fois plus travailler avec un rédacteur. C'est beaucoup plus agréable en termes d'émulation, en termes de focus. On est plus focus sur son travail. Ouais, de réflexion, de co-réflexion. Ouais, de co-réflexion, et puis chacun est focalisé sur sa partie, quoi. On ne peut pas être aussi bon si on doit faire deux choses que si on peut se concentrer sur une seule et même chose. Voilà, donc là, ça c'est. En fait, je vous raconte en deux mots cette histoire. Elle est un petit peu. Le rédacteur code. Oui, parfois, oui. Voilà. Et donc, c'est des démonstrations. On a un micro qui est resté ouvert. Ouais, je crois qu'il y a un micro qui est. Allô? On va essayer de. Voilà. Voilà. Oui, et donc du coup, en deux mots, cette histoire est assez folle parce que en fait, je raconte l'histoire de ce type qui s'appelle Sharar et qui est gay, qui est juif pratiquant et qui est transformiste. Et en fait, c'est l'époque de sa vie où en fait, il avait fait son coming out en tant que gay dans sa communauté. Il vient d'une famille assez pratiquante, pas ultra-orthodoxe, mais pratiquante, et aussi son coming out de transformiste. Donc, en fait, je l'ai suivi sur tout son processus de coming out, sur ses premiers shows, de drague. Je l'ai suivi à Jérusalem quand il allait prier. Voilà, j'ai documenté son quotidien pendant plusieurs semaines pour pouvoir le raconter en texte et en photo pour Paris Match. Et je ne sais pas pour ceux qui lisent Paris Match, je travaille assez régulièrement pour la rubrique qui est à la fin du magazine, qui s'appelle Match Document, qui est une super rubrique où c'est un long papier de 10 000 signes, c'est 4 pages, donc il y a de la place pour écrire un long texte. Et si on a moins de texte, on peut mettre plus de photos. Et voilà, on gère le reportage comme ça. C'est un super sujet. Alors, quand tu travailles sur commande, on t'impose un style photo pour coller à l'intention du rédacteur. Ça, c'est une très bonne question aussi. Et c'est un gros sujet pour les photographes. Parce que, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse dans le photojournalisme. Tout est une question d'équilibre, en fait. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre la dose informative et la dose esthétique du travail. C'est un petit peu, c'est à balancer. Et donc, cet équilibre intervient aussi dans le travail en commande des rédactions. C'est-à-dire que si je fais une commande pour Le Point, ils ne vont pas avoir les mêmes exigences de rendu que pour Libération, par exemple. Pareil, si je fais une commande, si je suis un meeting politique ou je fais un sujet politique pour Libé ou pour Le Point, je sais que Libération va publier une image que Le Point ne publiera jamais. Donc, excuse-moi, je digresse un peu, mais je réponds à ta question. Ça dépend, encore une fois, il y aura beaucoup de ça dépend ce soir, mais ça dépend de qui me passe la commande et à quel point ils me font confiance. Si c'est une rédaction avec laquelle je travaille bien et qu'ils apprécient mon travail, déjà, ils m'appellent pour moi, soit pour ma compétence sur un sujet, soit pour le regard que je peux apporter sur telle ou telle thématique. Donc déjà, il y a une partie de la réponse qui est ici. Et ensuite, l'intention du rédacteur, ce n'est pas vraiment le rédacteur, c'est plutôt le directeur artistique ou le chef photo qui donne des directions. Mais du coup, c'est plus des directions que plutôt imposer un style. Donc, tout est une question d'équilibre, en fait. Il faut naviguer entre les deux. Voilà. Merci.
Je passe à l'image suivante encore. Juste, ça rejoint un petit peu l'image précédente. Ça, c'est un autre sujet que j'ai fait aussi en Israël sur les objecteurs de conscience dans l'armée israélienne. J'ai choisi de vous montrer ce sujet parce que, évidemment, tout ce dont je vous parle est en ligne et soit visible, soit vous pouvez le lire. Je pourrais vous mettre des liens tout à l'heure, il n'y a aucun problème. En fait, j'ai décidé de travailler sur cette thématique parce que je la trouvais assez importante, assez révélatrice de quelque chose dans la société israélienne. Donc, ces jeunes ont décidé, pour des raisons idéologiques, de refuser de servir l'armée israélienne. Et en fait, il faut comprendre qu'en Israël, le service militaire est obligatoire. C'est 3 ans pour les mecs, 2 ans pour les nanas. Et que c'est une étape, c'est une étape très formatrice, c'est une étape importante dans la vie de quelqu'un, et dans l'intégration sociale, et dans l'intégration plus tard en termes d'emploi. Et quand on ne fait pas son service militaire, la vie devient très, très compliquée. Et surtout, pour le coup, ces gens-là, des images de Gaza. Oui, bien sûr, oui, je vous montrerai des. Donc, du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc l'histoire de ces gens est aussi intéressante parce qu'ils prennent des risques en refusant de servir dans l'armée. Ils sont la plupart du temps emprisonnés. Ça dure quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais ils sont emprisonnés. Et je vous montre cette image aussi pour vous expliquer, comme tout à l'heure, que là, pour le coup, c'est un sujet c'est une enquête qui est quasiment que du texte, quoi. Ces portraits viennent accompagner mon texte, mais là, c'est vraiment un travail d'enquête journalistique et rédactionnel. Voilà. Hommes et femmes, c'est-à-dire hommes et femmes. Dans les objecteurs de conscience, je pense. Ah, dans les objecteurs de conscience. C'est assez varié. Dans l'armée, ouais, par rapport à l'armée qui est obligatoire. Non, c'est ni plus l'un ni l'autre. C'est assez varié. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Voilà. Est-ce qu'on poursuit, Manu? Ça va? Ouais. En fait, c'est une précision. Voilà. Oui, c'est ça. L'armée est obligatoire pour les deux. C'est 3 ans pour les hommes et 2 ans pour les femmes. Après, avec la possibilité pour certains de remplacer le service militaire pur par un service civique. Mais encore une fois, c'est assez rare. C'est bon? Ok, cool. Ouais, tu peux passer à la suivante, ouais. Ouais, je passe à la suivante. Je bois un coup. Ça va. De la cristalline, hein, s'il te plaît. Alors, cette image pour vous raconter un autre aspect de mon métier, qui peut être des commandes un peu dingues. Là, pour le coup, c'est pas vraiment une commande. En fait, ce qu'on voit là, c'est une vue de Téhéran, en Iran. C'est juste avant d'atterrir à l'aéroport de Mehrabad, qui est le petit aéroport dans le centre de Téhéran. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le pays, mais si vous y allez, pardon, vous allez atterrir à l'aéroport international qui se situe en dehors de la ville. Là, j'ai pu atterrir sur cet aéroport parce que en fait, j'ai suivi Laurent Fabius pendant une journée, pendant une visite officielle. Voilà, je vous raconte cette histoire parce que c'est aussi révélateur de la manière dont je travaille avec les journaux et de la force de proposition que j'évoquais tout à l'heure. En fait, c'est sur ce sujet spécifique. En fait, je reçois un mail un matin du MAE, du ministère des Affaires étrangères, en disant voilà, dans 3 jours, Fabius fera une visite éclair en Iran pour marquer l'accord qui a été signé sur le nucléaire iranien. C'était en 2014, je crois, juillet 2014. Et là, en fait, moi, je me dis tiens, ça peut être une opportunité. Je pense à l'Obs, qui a une rubrique qui s'appelle en 24 heures, 24 heures avec ou en 24 heures. Je me dis que ça pourrait être génial. Du coup, je passe 2 coups de fil au MAE en disant je voudrais venir. Est-ce qu'il est possible de venir sur le voyage? Je fais un truc pour l'Obs, mais je préviens pas l'Obs. J'appelle l'Obs et je leur dis je peux faire un truc avec le MAE. Suivre Fabius pendant une journée, mais c'est pas sûr que ça se fasse. Et tout. Donc en fait, j'ai joué un gros coup de bluff des deux côtés. Rien n'était sûr des deux côtés. Et finalement, ça s'est fait. Et j'ai pu suivre Fabius pendant une journée sur ce déplacement. Je vais vous montrer un petit peu les images. C'est très rapide parce que c'est même. Tu es en train de nous expliquer qu'il y a une grosse partie de système D en fait. Hein. Ah ouais, mais complètement. Enfin, en fait, pour bosser dans la presse, surtout quand on est photographe et indépendant, enfin, il faut rentrer dedans, il faut aller au culot. Et c'est la force de proposition dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Enfin,
À moins d'être ultra brillant, ultra connu très vite, on ne va pas venir vous chercher pour travailler, quoi. Enfin, c'est vraiment... En parlant avec des confrères à toi qui sont peut-être qui sont depuis plus longtemps dans ce métier-là, est-ce que tu crois que c'est parce que tu es encore, excuse-moi, hein, c'est pas péjoratif, mais encore un jeune photographe, ou est-ce que est-ce que tu crois que des photographes qui sont dans le métier depuis plus longtemps, donc peut-être plus connus des rédactions, ont plus de facilité à avoir ce type de boulot? Non, je pense que ce n'est pas une question d'être connu ou pas. Après, c'est sûr que si tu as des relations au MAE, ça facilite les choses. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un concours de circonstances. Hein. Ça a collé des deux côtés. Je ne sais pas pourquoi, comment. Après, c'est sûr que le MAE a dû regarder mon travail. Voilà. Et puis en 2014, je venais juste de débuter, donc je n'avais pas non plus énormément de choses qui étaient déjà réalisées. Mais je pense que en fait, il faut juste y aller, il faut tenter le coup, il faut foncer dans tous les cas. Enfin, c'est l'expérience vraiment qui ressort de tous mes reportages et de tous mes projets et de toutes mes relations avec les journaux, c'est qu'en fait, il faut juste foncer, quoi. On fonce et puis en général, ça fonctionne, quoi. Enfin, ça fonctionne relativement, mais c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. Si on n'y va pas, on ne va pas venir vous chercher. Vous voyez là le diaporama? Tout à fait, très bien. Super. Donc en fait, en 2 mots, après je passe très rapidement parce que c'est pas le sujet du siècle. En fait, on part de Villacoublay, l'aéroport de Villacoublay le soir à minuit avec un avion, avec un Falcon. Et on passe la nuit dans l'avion. On arrive à 7h du matin à Téhéran. Donc là, l'image de Fabius, c'est juste avant d'atterrir. L'image que je vous montrais tout à l'heure. On arrive sur le tarmac, on est reçu par l'ambassadeur sur place, l'ambassadeur français et puis les officiels iraniens. Mais ce n'est pas une arrivée officielle. Hein. Fabius, voilà, il vient de se réveiller, il n'est pas sapé, tout ça. On traverse tout Téhéran et là, on enchaîne. C'est une journée marathon, quoi. C'est vraiment fascinant de suivre ça en tant que journaliste, en tant que photographe. Surtout que là, sur cette visite, en fait, ce que j'ai demandé au MAE, c'est d'avoir accès à tout, en fait. Et j'étais vraiment embedded dans le voyage, donc j'avais accès à tous les coulisses. Donc là, on le voit avec Zaharif, qui est le ministre des Affaires étrangères iranien, son homologue. Des contre-champs qui sont toujours intéressants dans ce genre de voyage, où on voit les photographes. Là, la rencontre avec le président Rouhani. Ça, c'est drôle parce qu'en fait, j'étais dans le cortège et j'arrive à la bourre. Fabius et la délégation étaient déjà rentrés. Et en fait, j'ai failli louper la rencontre avec Rouhani. Et c'est pour ça que je suis de l'autre côté. C'est pour ça que je suis en contre-champ et qu'on voit tous les photographes de l'autre côté. C'est qu'en fait, on me projette dans la salle et je pars tout seul du mauvais côté. Et j'ai un contre-champ rigolo de cette scène, quoi. Voilà, donc je le suis dans le reste de la journée. Des petits moments off à la résidence de l'ambassadeur où il travaille ses prochaines interventions. Jusqu'au moment où on repart. Là, on est au pavillon d'honneur de l'aéroport Mehrabad, où en fait, il visionne sur France 24 le résumé de sa journée à Téhéran. Et donc voilà, ça c'est un petit exemple de genre de boulot qu'on est amené à faire, que je peux apporter à une rédaction, mais aussi qu'on peut j'ai fait d'autres voyages officiels, voyages de presse après, où j'ai ce genre de situation, mais c'est toujours assez incroyable de pouvoir vivre de l'intérieur la diplomatie française de manière aussi condensée, quoi. Donc c'est assez chouette. Je reviens là-dessus. Ça va, Manu? On est bien? Ouais, tout va bien, parfaitement. Est-ce que on peut peut-être commencer? Je vous parlais tout à l'heure en fait de l'organisation de mon boulot et de ma carrière, c'est-à-dire de pouvoir d'abord commencer à travailler, à gagner ma vie pour ensuite développer des projets perso. Et là, l'image que vous voyez, en fait, c'est une image extraite du premier projet personnel que j'ai pu faire. Je crois que je travaillais depuis à peu près 3 ans et j'avais économisé un peu d'argent pour pouvoir voyager et me financer ce reportage. Alors là, en fait, on est en Estonie. On est en Estonie sur une petite île qui s'appelle Kinu. Et l'histoire intéressante à raconter ici, c'est que cette île est l'une des dernières sociétés matriarcales d'Europe. Donc les femmes sont au pouvoir littéralement et contrôlent tous les aspects de la vie quotidienne, de l'île, c'est-à-dire la vie politique, c'est-à-dire la vie culturelle qui est extrêmement importante avec le folklore, les danses, les chants, les vêtements. Et c'est très particulier. C'est historiquement comme ça parce que les hommes partaient
partaient en mer de longs mois pour pêcher. Du coup, les femmes étaient obligées de tout gérer toutes seules. Donc voilà, j'ai passé une dizaine de jours sur cette île où j'ai documenté le quotidien de ces femmes et de ces hommes, parce qu'il y a des hommes aussi, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment tout le côté culturel et patrimonial, parce que l'île a été classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO pour les chants, les danses et les vêtements. On voit que les femmes ont des jupes traditionnelles avec des tabliers. Le tablier veut dire quelque chose, veut dire qu'elles sont mariées, par exemple. Les couleurs des jupes aussi ont une signification. Je passe un peu plus rapidement, évidemment, tout ça est en ligne et si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder un peu plus en détail. Voilà, j'ai passé du temps aussi avec les pêcheurs pour voir comment eux organisaient leur journée. Et ce sujet, en fait, c'est un des premiers projets personnels que j'ai réussi premièrement à vendre à la presse. Je l'ai vendu au Nouvel Obs à l'époque, ça a fait un portfolio de 6 pages. Et aussi, c'est un des premiers sujets avec lequel j'ai remporté des prix et que j'ai pu exposer à la fois en France et à la fois à l'étranger. Donc là, c'était l'accomplissement de la première étape que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire se dégager du temps et de l'argent pour pouvoir se focaliser sur les sujets que j'avais envie de traiter et sur la manière dont j'avais envie de les photographier aussi. Et alors justement, sur ces sujets que tu as envie de traiter, quelle est ta méthodologie de travail? Comment tu abordes un sujet? Comment tu te documentes en amont? Comment tu décides tes plans, ou en tout cas de suivre une personne plutôt qu'une autre? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Est-ce que tu veux que je réponde d'abord aux questions qui arrivent sur le chat ou... Ouais, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, ouais, effectivement. Alors, non mais comme tu veux. Hein, Non, mais vas-y, fais ça dans Alors, l'ordre. as-tu bossé en desk dans certaines rédactions? Alors, j'ai bossé en desk en fait quand j'ai terminé mon master. J'ai fait un master très théorique, information communication, mais je voulais absolument faire du journalisme. Donc, quand j'ai fini mon master, pareil, j'ai réussi à choper un stage à rue 89 à l'époque où c'était bien et ça fonctionnait très bien. Et en fait, je me suis formé beaucoup dans la rédaction parce que je les ai démarchés pour faire une rédaction, enfin pour faire un stage photo, mais j'étais obligé d'écrire, j'étais obligé de faire d'autres choses et ça a été très formateur. Donc c'était pas du desk à proprement parler, mais c'était du journalisme web. En fait, ça m'a plongé dans une rédaction parisienne très dynamique, très fertile en fait, et puis surtout un pure player. Donc c'était un média web, donc tout va très vite. Il faut écrire un papier par jour, il faut trouver des nouveaux formats. J'ai beaucoup appris aussi sur le diaporama sonore à rue 89 parce que j'en faisais déjà un petit peu avant et je leur ai apporté ce format qui utilisaient déjà beaucoup, mais que j'ai pu développer chez eux. Donc oui, voilà, un petit peu d'expérience dans les rédactions, mais en fait, c'est la seule expérience. Sinon, je suis entièrement indépendant, je suis pigiste, je navigue, mais je ne suis pas dans une rédaction. Combien de sujets pro et perso en moyenne couverts par an? Alors en fait, ça dépend énormément des années parce que j'ai vraiment la chance de travailler régulièrement pour la presse, c'est-à-dire d'avoir des commandes, ce qui devient de plus en plus rare. Et donc, en fait, je m'astreins, là, depuis que j'ai commencé le projet sur le dérèglement climatique, je m'astreins de faire au moins 2 projets perso par an. Mais après, il y a des années où j'ai du travail et je n'ai pas le temps de faire des projets perso. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Encore une fois, il faut trouver l'équilibre entre répondre aux commandes, faire des choses qui sont parfois moins intéressantes, mais qui nous permettent de gagner notre vie, et réserver du temps pour les projets. Combien t'atteins? Après avoir trouvé ton sujet, comment tu as contacté la... Ok, donc ça rejoint ta question, Manu, sur la méthodologie et le travail en amont. Ouais, tout à fait. En fait, sur les commandes, le travail en général, il est bien déjà défriché par le rédacteur, parce que quand c'est un sujet qui émane de la rédaction et pas de moi, évidemment, il a fait le taf avant. Sur les projets perso, en fait, je fais pas mal de recherches en amont, quand c'est possible de le faire. Je fais des recherches en amont, c'est-à-dire que je lis énormément de choses. J'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas trop voir d'images. Quand c'est des sujets qui ont déjà été photographiés ou traités, j'essaye de ne pas trop regarder les choses et de me réserver un regard neuf sur l'endroit dans lequel je vais arriver et les gens que je vais rencontrer. Et là, comment j'ai contacté la communauté avec Internet. Internet, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est super facile, quoi. N'importe quel, même eux, ils ont une page Facebook, c'est très facile. Et sinon, après, ça se fait par réseau avec les confrères qui a bossé sur telle zone et qui a des contacts à telle zone. Voilà, on déroule le fil, quoi. Quel type de matériel utilises-tu sur tes reportages? Très bonne question.
Ouais, très bonne question. On y reviendra aussi tout à l'heure. Je travaille qu'avec Nikon, d'ailleurs, j'adore. Je plaisante. Euh, non, non, j'ai travaillé pendant tout le début de ma carrière avec du Canon. J'avais un Mark II et un Mark III. Et je suis passé progressivement chez Leica depuis à peu près, ça fait 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je suis chez Leica. Mais après, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, des problématiques économiques. Leica, c'est cher, c'est un luxe et on peut pas. Moi, je pouvais pas me permettre de débuter et de travailler au Leica. Enfin, déjà, c'était compliqué de vivre avec quelques piges, de pouvoir me payer du matériel pour travailler. Donc, c'est venu petit à petit. Mais maintenant, sur mes reportages, pour répondre à ta question, pardon, j'ai un M240 avec 2 optiques, un 35 Summicron et un 50 Summarit. Voilà. Et en fait, j'utilise ces 2 optiques pour tout ce que je fais. En fait. Et qu'est-ce que ça t'a apporté quand tu as fait cette transition entre Canon et Leica? Qu'est-ce que Euh, tu as trouvé Qu'est-ce que ça m'a apporté? En fait, c'était pour moi, ça faisait partie aussi du processus que j'évoque depuis le début, c'est-à-dire de me construire en tant que photographe et de me construire en tant que journaliste. Et donc, évidemment, vous savez, si vous êtes là, vous savez ce qu'évoque Leica dans l'imaginaire collectif, ce que ça représente, tout le mythe et toute la légende qui peut se trouver derrière Leica. Mais au-delà de ça, pour moi, c'était vraiment une sorte de graal à atteindre que pas seulement pour l'objet, mais aussi pour l'utilisation. Parce que pour moi, ça voulait dire être totalement indépendant et totalement indépendant dans ma manière de photographier. C'est-à-dire que j'ai pas d'autofocus, j'ai pas de priorité, ma visée, elle est télémétrique, donc elle est libre, je peux voir. Et en fait, ces éléments-là ont été vraiment déterminants dans ma pratique. Mais et dans ton approche? dans mon approche. Et en fait, ce que je dis aussi, c'est que la transition, enfin, le passage a été progressif en fait. J'ai dû apprendre à apprivoiser le boîtier M parce que c'est pas évident. Hein, y a pas, la visée télémétrique, c'est pas naturel quand on a toujours travaillé au réflexe. La mise au point manuelle, c'est pas évident aussi. Et pour moi, ça représentait un vrai challenge en fait. C'était un challenge personnel de pouvoir m'affranchir de tout ce que la photo fait d'agréable et de sympathique et de facilitateur dans le travail. C'est un peu masochiste hein, comme démarche, hein, je vous l'accorde, mais c'était important pour moi de m'affranchir de tout ça pour être que avec mon Leica et que avec mon boîtier où je maîtrise tout en fait. Je maîtrise tout de A à Z dans la manière dont je vise, dans la manière dont je mesure la lumière, dont je cadre. Voilà, je maîtrise tout en fait. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Poum, poum, poum. Combien de temps pour un sujet comme celui-là? Et ben là, j'ai passé une dizaine de jours, mais ça dépend vraiment. Ça dépend. Après, c'est toujours, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est toujours la problématique de ce genre de sujet que j'ai envie de suivre. Mais c'est toujours un peu compliqué de le suivre parce que ça veut dire y retourner et y retourner à mes frais. Parce que si je l'ai déjà vendu une fois dans la presse, je ne peux pas le revendre à un mag concurrent. Et voilà, il faut que je trouve des bourses ou des alternatives pour y retourner. Un seul objectif. Donc, non, j'ai dit j'en ai 2. Tu galères pas à récupérer tes cachets. L'histoire dit que les rédactions payent de moins en moins et met longtemps à être payées. Alors, il y a 2 choses quand on est pigiste. Désolé, c'est un peu technique, c'est pas super intéressant, mais je précise juste. C'est quand on est pigiste, normalement, on est payé en salaire. Donc, je reçois une fiche de paye de la part de tous les journaux pour lesquels je travaille, comme n'importe quel salarié, sauf qu'au lieu d'avoir un montant horaire et un truc, je marquais tel reportage, telle pige, tel truc. Donc, quand je suis payé en pige et que j'ai une fiche de salaire en bonne et due forme, il n'y a aucun problème, je suis payé rubis sur l'ongle, j'ai jamais eu de problème de paiement. Sauf que depuis quelques années, les journaux les journaux, les magazines proposent aux pigistes d'être payés en droit d'auteur. Ce qui est totalement illégal, parce que quand on a un numéro de commission paritaire et qu'on a un titre de presse, on n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit de nous payer en droit d'auteur. Sauf que pour eux, c'est plus avantageux parce qu'ils payent moins de charges, et pour nous, on est un peu aussi parce qu'on n'a pas non plus les mêmes charges que sur un salaire. Donc, ce dont tu parles, je pense, Jonathan, c'est des pigistes qui sont payés en retard par les rédactions parce qu'ils sont payés en droit d'auteur. Après, je ne dis pas que ça se justifie, c'est terrible, c'est une situation catastrophique et il faut le dénoncer et il faut lutter contre ça. Mais ça arrive plus souvent dans le cas des pigistes qui sont payés en droit d'auteur et non en pige. Voilà, c'était pour la minute administrative.
Ou plusieurs boîtes. M. Je pense que tu parles du boîtier. Je pense non, j'ai un M en fait, j'ai que un M. Et oui, je suis pas arrivé au M240 tout de suite, hein, comme je disais, ça a été progressif et dans l'approche économique aussi parce que ça coûte très cher. Donc j'ai bossé avec mon Mark III et j'ai investi à côté dans un petit M8 avec une optique Voigtlander. Après, j'ai remplacé l'optique Voigtlander par une optique Leica. Du M8 que j'ai revendu, j'ai acheté un 9. Et puis voilà, progressivement, on s'est apprivoisé dans tous ces aspects-là, quoi. Parce que c'est un processus. C'est un processus, c'est une vraie démarche, je pense, de basculer. Salut Olivier Touron, c'est cool que tu sois là. Quelques astuces. Il faut être plus spécifique. Alors, attends. Je change de photo. La prise de teint. Alors, un M sur un mariage. Bah ouais, ça marche aussi sur les mariages. Hein, les M, si tu as l'habitude de l'utiliser, il n'y a pas de problème. Est-il possible, selon toi, de réaliser quelques sujets en film analogique? L'envisages-tu personnellement? Non seulement je l'envisage, mais je le fais aussi assez régulièrement. Déjà, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé la photo assez tard, j'ai 23, 24 ans. Et d'utilisation du M, d'accord. Ok, bon, on pourra revenir tout à l'heure, pas de problème. Et en fait, quand j'ai découvert la photo numérique et argentique en même temps aussi. Donc, j'ai toujours pratiqué les deux côte à côte. Donc, je fais du film tout le temps, quasiment au quotidien. Et de plus en plus, j'essaye de pousser dans les rédactions pour que je puisse faire du film. Par exemple, très concrètement, pour l'équipe magazine, là, le directeur artistique a changé. Il est beaucoup plus sensible à la photo de mode, par exemple, et beaucoup plus sensible au film. Et là, les dernières productions que j'ai faites pour eux, c'est au film. Enfin, voilà. J'arrive à me faire rembourser les péloches et puis le développement et le scan. Et donc, du coup, je le fais. Là, j'ai fait une prod pour Le Point où j'ai photographié des fleurs. Ce qui n'est pas du tout mon approche classique, mais ce qui est super chouette, ça me permet de faire autre chose. C'est pour les pages tendances. C'est un bel exercice aussi et je l'ai fait au film. Je l'ai fait avec un Hasselblad au film. Voilà. Donc oui, j'utilise régulièrement l'argentique. Boum, boum, boum. Tu écris seul ce type de sujet, pas d'interaction. Oui, je l'écris seul. Après, les interactions, non. Ça peut être des conseils à la limite des rédacteurs en chef, mais pas plus d'interaction. Sur quelle plateforme traitez-vous? Alors, je travaille essentiellement sur Lightroom, en fait. Je fais quasiment tout sur Lightroom en termes de retouches basiques et de colorimétrie qui m'est propre. Mais après, voilà, je passe sur Photoshop sur des choses un peu plus lourdes, mais c'est relativement rare. Voilà. On va poursuivre un peu sur les boulots. Ouais, sur différents sujets complets ou en tout cas plus en détail peut-être. Ouais. Je passe rapidement sur un autre projet perso sur lequel je travaille qui se passe à Gaza. Ouais. En fait, c'est un boulot sur la problématique de l'énergie à Gaza parce que j'y suis allé une première fois en reportage sur un autre sujet un an après la dernière guerre de 2014. Donc un sujet complètement différent. Mais une chose m'a interpellé en bossant à Gaza, c'était le manque d'électricité en fait. Il y avait des coupures permanentes, la nuit, toute la bande de Gaza est plongée dans l'obscurité et il y a une sorte de ronronnement perpétuel qui est fait par les groupes électrogènes. Et je me suis dit, il faut absolument que je revienne et que j'essaie de comprendre pourquoi, comment et comment ça impacte la vie des gens, comment ils se débrouillent. Voilà. Et donc, j'y suis retourné quelques mois après aussi sur mes propres deniers pour faire un sujet sur cette problématique de l'énergie. Et là, j'y ai passé beaucoup moins de temps parce que Gaza, c'est une zone de guerre, c'est une zone qui est difficile d'accès, qui est interdite d'accès pour la plupart, pour le commun des mortels. En fait, les seuls accès possibles sont pour les journalistes, les humanitaires et les diplomates. Et certains cas médicaux graves pour passer en tout. Je pense que, je ne sais pas si vous connaissez la situation, mais il y a un blocus entre l'État d'Israël et la bande de Gaza depuis 2007. Et donc, c'est un blocus qui est maritime, terrestre et aérien. Donc, rien ne passe ni ne circule entre la bande de Gaza et Israël, à part des vivres et des matériaux via les checkpoints. Mais bon, bref.
Et c'est une zone particulière parce que pour y accéder, en fait, j'ai besoin d'un relais sur place qui va m'aider à obtenir des autorisations. J'ai besoin d'une autorisation du côté israélien et du côté du Hamas, qui est le groupe armé politique qui gère la bande de Gaza depuis 2007. Et donc, je vais travailler là-bas avec ce qu'on appelle un fixeur dans le milieu du journalisme. C'est un relais sur place qui va m'aider à trouver des contacts, qui va m'aider à obtenir des autorisations, qui va m'aider à me déplacer, donc qui va avoir une voiture, qui va assurer ma sécurité et qui en général a une bonne connaissance du terrain et pour trouver les contacts et pour me dire là, là on peut y aller, ça craint rien, là on ne va pas y aller ou on ne va pas rester trop longtemps parce que ça peut craindre très vite. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un fixeur. Et les journalistes du monde entier travaillent avec des fixeurs sur des zones, ça peut être des zones de guerre, ça peut être des zones complexes, ça peut être aussi sur des sujets un peu touchy où on a besoin de trouver des choses spécifiques. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas passé beaucoup de temps parce qu'un fixeur à Gaza, ça coûte $350 par jour et que je n'avais pas un budget illimité. Donc voilà, j'ai passé 3-4 jours, je crois, et j'ai réussi à le revendre. Là, c'était le Parisien Magazine qui l'a publié. Donc ça, c'était l'image d'ouverture. Et j'ai réussi, là, pour le coup, j'ai dû rentrer dans mes frais, mais j'ai pas fait de profit avec ce truc, quoi. J'ai dû le revendre à la presse internationale aussi. Mais voilà, donc c'est aussi la réalité du métier, c'est bosser sur des projets pendant 3 jours, pendant 3 mois, pendant 3 ans, desquels on ne va pas forcément retirer une source d'argent. D'où l'histoire d'équilibre que je vous rabâche depuis tout à l'heure, depuis le début de la conférence. Mais c'est un sujet important. C'est un sujet fondamental, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Alors, comment avez-vous traduit ce... Ok, je lis la question, je ne sais pas si tout le monde la voit. En fait, c'était un vrai défi ce sujet parce que c'est déjà mettre en image quelque chose qui est invisible, l'électricité, et en plus mettre en image un manque, c'est-à-dire le manque d'électricité, le manque de lumière. Donc c'était un vrai défi. Donc je me suis focalisé, je vais vous montrer un petit peu des images issues de ce reportage. Je me suis focalisé sur des scènes de la vie quotidienne. Donc là, on voit une ligne électrique qui prend feu parce qu'elle est en très mauvais état. C'est un peu la situation là-bas. Et voilà, quand le soleil se couche, c'est système D. De toute façon, Gaza, c'est beaucoup de système D parce qu'on doit s'adapter à toutes les situations. Et en fait, j'ai essayé de jouer avec les lumières. Avec les lumières, ils utilisent énormément d'ampoules LED. Donc ça fait une lumière qui est très blanche, très crue, très forte. Ça couplé avec les ambiances un peu plus chaudes des phares de la rue. Et voilà, j'essaie de montrer. Donc là, c'est les lignes électriques. Au loin, on voit la centrale du côté israélien qui produit de l'électricité et pour Israël et qui est revendue aussi en partie à Gaza. Là, c'est un stand où on voit ces fameux patchs LED là, qui sont vendus partout et qui permettent de gérer un peu la situation. Là, des quartiers entiers qui sont plongés dans le noir. Et j'ai documenté aussi la manière dont c'est réparti parce qu'en fait, le Hamas doit répartir, vu qu'il n'y a pas assez d'électricité pour tout le monde, en fait, ils font des dispatchs. Et donc, il y a tel quartier qui a de l'électricité de 2h à 3h du matin, tel quartier qui a de l'électricité de 11h à 14h. Enfin, c'est complètement anarchique et c'est complètement aléatoire. Donc, en fait, les gens ne savent pas trop à quel moment ils vont avoir d'électricité ou pas. Donc, je vous laisse imaginer un peu les implications que ça peut avoir sur la vie quotidienne pour faire une machine à laver ou pour conserver de la nourriture au frigo. Donc voilà, en fait, je me concentre sur la lumière et je me concentre sur des scènes de la vie quotidienne, quoi. Je t'interromps 2 minutes, Seb. Juste, non, t'excuses pas. Hein, juste pour, c'est la question de Jérôme justement qui me vient en tête. Enfin, c'est une question que je voulais te poser. Dans ta méthodologie dont je parlais tout à l'heure, est-ce que quand tu pars faire un sujet, tu crées ton esthétisme sur le moment, ou est-ce que avec tes différentes documentations, tu as décidé de prendre un parti? Bon là, effectivement, le sujet de toute façon traite de la vie nocturne, hein, puisqu'on parle du manque d'électricité. Ouais. Mais est-ce que est-ce que tu as des inspirations artistiques particulières justement pour traiter un sujet d'une manière ou d'une autre? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'essaye de me couper au maximum de toute, je dis pas pollution, parce que c'est pas de la pollution, mais de toute source d'inspiration, en fait, quand je traite ce genre de sujet. Et évidemment, j'ai une idée en tête quand je vais réaliser ce genre de sujet. J'ai des images qui me viennent en tête. Je sais que j'aimerais représenter telle chose de telle manière. Après, il y a toujours un décalage entre ce qu'on a en tête et ce qu'on trouve sur le terrain. Ce à quoi on peut avoir accès et ce qu'on peut réaliser aussi techniquement. Donc, D'accord. ça dépend des situations. Mais pour répondre à ta question, Manu, j'essaie de pas
j'essaie de ne pas me brouiller ma vision ou la manière dont je conçois un sujet avec d'autres choses. J'essaie de partir le plus neutre possible, en fait. D'accord, ok. Voilà. Et là, on voit sur cette image, en fait, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les types. Donc, il y a une partie qui est automatisée dans l'allumage et l'éteignage des quartiers. Mais il y a une équipe de la compagnie d'électricité de Gaza qui fait ça manuellement, quoi. Et donc, les mecs doivent faire leur tournée sous escorte parce que vous imaginez bien que les habitants du quartier n'ont pas très envie qu'on leur coupe l'électricité. Donc, en fait, ils sont régulièrement attaqués. Voilà, donc ça, c'était un autre élément du reportage, une autre approche. Voilà, prendre en photo des… Tu as réussi à vendre le sujet dans sa globalité ou pas? Ouais, le Parisien a fait mais c'était un 4 pages, je crois. Donc là, il y a la page d'ouverture, la double d'ouverture que vous voyez. Mhm. Et il y avait une deuxième double avec quelques photos, mais c'était pas énormément de photos, quoi. C'était pas énormément de photos. Mais il a un peu tourné dans des festivals et dans quelques médias étrangers aussi. Prendre en photo des personnes inconnues peut générer parfois une certaine hostilité. Comment le gérez-vous? Avez-vous rencontré des problèmes sérieux? Alors, ça, c'est une question qui revient très, très souvent. C'est au cas par cas, en fait. Hein. Tout est une question de ressenti. En général, moi, je prends le parti de pas… Enfin, je prends des photos et je vois comment les gens réagissent à ma manière de faire, à ce que je suis en train de faire. Si je vois qu'il y a une hostilité ou un refus, évidemment, je m'arrête et je parle avec la personne. Après, c'est une sorte de contrat tacite entre le photographe et le sujet. Je vais pas arriver sur une scène et aller demander l'autorisation aux gens de les photographier. Je veux dire, ça coupe tout le naturel de la scène, ce qui peut se passer d'intéressant et tout. Donc j'y vais, je photographie et ensuite je vois comment les gens réagissent ou interagissent avec moi ou pas d'ailleurs, et je m'adapte. Des problèmes sérieux, non, j'ai jamais eu de problème sérieux en fait. C'est une question de ressenti. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de sortir l'appareil photo et de faire des images. Mais non, j'ai jamais eu de problème en fait. Hein. Et souvent, le meilleur outil dans ce genre de situation, c'est un sourire en fait. C'est très con, mais ça fonctionne parfaitement. On fait un sourire, on dit un mot et c'est réglé, quoi. Ça dépend des pays, ouais, carrément, ouais, bien sûr. Bien sûr, ça dépend. On a deux questions d'un aspect plus technique sur justement des photos prises la nuit, donc sans beaucoup de lumière. Il y a une photo de Richard qui fait référence aux ISO et une question de Brice voilà, qui te pose la question sur la gestion des basses lumières avec ton Leica M. Voilà. Alors, Est-ce que c'est un problème pour toi? Comment tu arrives à passer outre ce manque de lumière? alors J'ai ma petite réponse, mais je te laisse en parler. Alors non, mais déjà, je suis pas un geek de la photo en fait. Je suis pas très technique. Enfin, je connais la technique, mais j'en parle pas pendant des heures. Et pour moi, c'est juste pour moi, mon boîtier, c'est un instrument, c'est une prolongation, c'est ce qui va me permettre de raconter ce que j'ai envie de raconter. Mais je vais pas tergiverser 15 heures sur telle optique, tel piqué de telle optique et tout. En fait, ça m'intéresse pas. Parce que je peux faire la même photo avec mon téléphone portable et si elle raconte ce que j'ai envie de raconter, je m'en fous. Désolé, c'est pas très corporate pour les cas. Mais en Non, fait, non, mais c'est un sujet, excuse-moi, je te coupe, mais c'est un sujet qui avait été abordé lors d'une conférence entre des photographes de Magnum, notamment à cette époque-là Dominique Nard et un médiateur. Hein. C'était quand il y a eu un contrat qui avait été signé entre Leica et Magnum, et c'était l'année du lancement du M9P de mémoire. okay. Et la question avait été soulevée par le médiateur et posée à Dominique Nard. Est-ce que à partir du moment où une photo, alors je m'entends, je parle de photo journalisme, une photo est prise par un téléphone, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la photographie? Et la réponse avait été très, très claire. Dominique Nard avait explosé sur le terrain son appareil photo. Il fallait absolument qu'il ramène une photo d'un fait d'actualité qu'il fallait absolument passer dans la rédaction. Ouais. Cette photo, il n'a pu la prendre. Et on parle de 2010, hein, donc on n'a pas les téléphones d'aujourd'hui. Hein. Ouais. La photo a été prise par un téléphone et elle a fait la une du Times, je crois. Voilà. Ouais, Donc, voilà, une photo, c'est une image. C'est une image qui raconte. c'est ça, c'est une image et c'est un message en fait. Et à partir du moment où on arrive à faire passer, en tout cas en photojournalisme, hein, je parle que de ce que je connais,
c'est un message. Et pourquoi pas tout faire au smartphone? Parce qu'on ne va pas se mentir, si on a un appareil photo, on utilise un appareil photo parce que c'est plus agréable, parce qu'on a une maîtrise, de la profondeur de champ, on a une maîtrise des flous, de bouger. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on maîtrise les choses. On est photographe, on a un regard, on a un cadrage, mais on a aussi une maîtrise de comment on veut retranscrire les choses. Et puis c'est autrement plus qualitatif. Et c'est autrement plus qualitatif, évidemment. Maintenant, même si maintenant on peut faire des 4x3 avec des photos faites à l'iPhone, mais après, en fait, moi je suis pas contre, je suis pas du tout contre. Tout est une question de démarche en fait. Si ça se justifie d'une manière ou d'une autre, et que le mec s'est dit, ok, moi je vais faire tout à l'iPhone ou tout au 3310, et ben tant mieux pour lui. Si c'est sa démarche et si c'est ce qu'il a envie de raconter et la manière dont il a envie de le raconter, moi j'ai aucun problème avec ça. Vraiment. Après, pour revenir à la question des ISO, franchement, ce sujet, je l'ai fait, j'étais pas encore au Leica. Je crois que je suis avec un Mark III et je sais pas, je dois être à 3200 la plupart du temps et je monte encore plus quand il y a des situations beaucoup plus sombres. Mais voilà, après maintenant, là, ça fait 1 an que je travaille, que je travaille avec le M10P et enfin, qu'on me prête le M10P et que je peux l'essayer. Et c'est incroyable en termes de sensibilité. On peut monter maintenant comme, enfin voilà, on peut aller partout quoi. Enfin, on peut faire n'importe quoi. On peut faire des photos dans le noir, c'est super propre. Enfin, voilà, on n'est plus à l'époque du M8 où c'était. Et puis les optiques sont là Et les optiques sont là aussi pour capter toute la lumière qui peut s'offrir à nous. Exactement. Donc voilà pour répondre à la question. Je regarde. Comment devenir un bon photographe? Je ne sais pas répondre à cette question. Je pourrais te dire que en fait, il faut juste faire ce qu'on a envie de faire, enfin ce qu'on aime. En fait, on est toujours meilleur dans les choses qui nous font kiffer. Donc, faisons des choses qui nous font kiffer, qui nous font vibrer, qui ont du sens pour nous en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on devient un bon photographe. Il y a des excellents photographes de mariage, il y a des excellents photographes de guerre, il y a des excellents photographes de fleurs. Il n'y a pas de hiérarchisation dans l'esthétisme ou dans la valeur informative que tu peux mettre dans une image en fait. Ça dépend de la démarche. Voilà. Je poursuis un petit peu, mais continuez si vous avez des questions. Là, je vous montre cette image pour évoquer une autre partie de mon travail qui est le boulot de commande en fait. Et là, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, je bosse très régulièrement pour l'équipe magazine. En fait, je suis allé démarcher l'équipe magazine parce que je ne sais pas si vous le lisez, si vous connaissez un peu, mais c'est un petit peu c'est un petit peu le dernier des magazines aujourd'hui où il y a encore des vrais beaux photoreportages, que ce soit lié de près ou de loin au sport. D'ailleurs, moi, je suis pas un fan de sport, je ne suis pas le sport, et pourtant je travaille pour l'équipe régulièrement, mais je photographie très rarement du sport. Mais par contre, je fais des reportages en lien avec le sport ou des portraits de sportifs. Tout ça pour vous dire que voilà, un exemple typique, c'est voilà, une commande. On m'appelle, on me dit voilà, il faut aller faire une photo de Stan Wawrinka au bord du lac Léman à Genève et voilà, et le DA me donne des instructions. Il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit punchy et tout. Et moi, je fais le maximum. Pardon, dans le temps imparti pour honorer la commande en fait, parce que ça va faire une cover, ça va faire une double et il y aura peut-être 6 pages ou 8 pages derrière quoi. Et ce qu'il faut comprendre, je vous montre cette image, je vous montre cette commande pour vous raconter aussi que dans la presse, quand on fait du portrait et quand on fait du portrait surtout de gens connus, de célébrités, que ce soit dans le sport ou dans des acteurs ou même la politique, on a très peu de temps en fait. Et il faut être extrêmement réactif, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et surtout, il ne faut pas se louper. Parce que là, avec Wawrinka, le deal, c'était, je crois qu'il y avait 25 minutes d'interview et il y avait 10 minutes de photos. Donc, déjà, 10 minutes de photos pour faire une cover et puis une double, 2 doubles, 3 doubles, c'est pas beaucoup. Et surtout, la plupart du temps, ces 10 minutes se transforment plus en 5 minutes, en fait, parce qu'il y a l'attaché de presse derrière, que tout est dealé en amont et que ça devient très compliqué. Sauf que là, en fait, c'était un gros kiff parce que Wawrinka était vraiment super cool. Je crois que c'est une des prods où je me suis le plus amusé avec le sujet que j'ai photographié. Le mec était vraiment cool. On s'est marré, on s'est chambré. Et en fait,
Du coup, j'ai fait 20 minutes de photos, de faire 10 minutes, et on a pu faire des trucs assez chouettes, quoi. Donc, j'ai fait des photos sur le ponton. Voilà, ça, c'est la double ouverture qui est sortie dans le mag. Ça, c'est la cover qui était un tout petit peu retapée par le DA en termes de colorimétrie, je pense que vous voyez. Et puis après, on a même demandé pour faire un tour en bateau. Enfin, c'était sur le ponton d'un super hôtel à Genève. On a pu faire un tour en bateau. J'ai fait des photos dans le bateau avec lui. Enfin, là, c'est vraiment l'exemple parfait d'une prod qui va au-delà de ce qu'on avait dealé, de ce qu'on avait espéré, parce que il y a les conditions, parce que le mec est cool et parce que le cadre est chouette, quoi. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. On imagine. Alors, attends, je regarde un peu le. Le droit à l'image, le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est toujours un peu compliqué. Hein. C'est pas un sujet passionnant. Enfin, c'est pas trop le propos de ce soir, mais en gros, si vraiment c'est une personne qui apparaît, en gros, il faut lui faire signer des autorisations, il faut se couvrir, il faut couvrir le journal. Mais en général, il y a pas de, j'ai jamais eu aucun problème de droit d'auteur. La solitude pro ne pèse pas, aucune velléité de collectif, d'être challengé, épaulé. Si, je pense que si, la solitude pro, moi, c'est un des trucs qui est le plus compliqué pour moi parce que j'adore l'émulation, parce que j'adore bosser en équipe et j'adore avoir des feedbacks sur mon travail. Mais c'est aussi la manière dont je me suis formé un peu, c'est-à-dire en échangeant avec les copains, en échangeant sur Internet et je rattrape ce manque d'échanges et d'interactions professionnelles à la fois avec des collègues et à la fois avec tous les reportages et tous les gens que je rencontre dans les reportages. Donc en fait, ça compense un petit peu le côté, le gros côté de boulot solitaire qui peut exister dans le métier. Et puis après, le côté challenger, épaulé, je pense qu'on reviendra plus tard en termes de diffusion. Si, évidemment, parce que je suis indépendant et je revends et je rediffuse toutes mes images tout seul via je fais partie d'une association qui s'appelle Divergence, qui est une plateforme pour rediffuser mes archives, mes images, mes productions, mais qui n'est pas une agence de photos. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le boulot de légendage, de mots-clés, de mise en ligne pour moi. C'est-à-dire que je fais tout seul. En fait. Pareil pour la revente à l'étranger. Dans ce cas précis, as-tu fait signer en ton nom ou au nom du mag? Non, c'est le mag en fait. Le mag me fournit quand vraiment c'est des trucs très spécifiques, le mag fournit, c'est une attestation basique, hein, une attestation à faire remplir au nom du mag. Alors, je vous montre une autre image en fait. Ça, c'est une image qui sort un peu du cadre de mon boulot. Je vous raconte le contexte. Ouais, comme en Stukas, voilà, c'est un peu la même chose, sauf que je crois en Stukas, ils ont un peu plus de. Il y a énormément de photographes chez Hans Lucas. Il y a énormément de monde. Divergence, beaucoup plus que chez Divergence. Ouais. Sélectif et c'est plus. C'est différent les chiffres. Et en tout cas, c'est géré par une personne. Là, c'est vraiment c'est une association de Divergence. Donc, c'est une gestion associative. Donc cette image, elle est un peu différente du reste de mon travail dans le sens où elle se suffit elle-même. En fait, c'est une image seule, c'est un single shot. Le contexte de cette image, en fait, c'est que je suis envoyé en reportage en Israël pour Le Point, parce que le journal prépare un numéro spécial pour les 70 ans de l'État, donc avec tout un tas de reportages sur la religion, sur la vie quotidienne, sur la politique, sur le conflit, sur la technologie. Et j'ai un jour de libre entre deux sujets, donc je vais à Jérusalem et il se trouve que je rejoins un copain qui était le chef de bureau de l'AFP de Jérusalem de l'époque, qui est Thomas Coex, un excellent photographe. Et on va se promener dans un quartier spécifique de Jérusalem qui s'appelle Mea Sharim et qui est un quartier d'ultra-orthodoxes. En fait, c'est un quartier très fermé où vivent que des juifs très, très religieux. Et cette journée est particulière parce que c'est la fête de Purim, qui pour les juifs est une des fêtes du calendrier, au cours de laquelle, en fait, l'idée très grossière, c'est de s'enivrer jusqu'à ne plus pouvoir distinguer le bien du mal. Je la fais très, très courte, hein, pardon s'il y a des juifs dans la salle et que je n'ai pas bien décrit Purim, mais en gros, c'est l'idée. Et c'est un des seuls jours de l'année où ces ultra-orthodoxes, qui ont une vie très rangée et très, très, très codifiée par la religion,
se bourre la gueule en fait. Ça donne des scènes assez incroyables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce quartier, il est quasiment inaccessible le reste de l'année. En fait, on peut y aller, on peut s'y promener, mais c'est compliqué parce qu'en fait, si on n'est pas religieux, si on n'a pas les codes, on est très vite là pour le coup, ça peut devenir très vite compliqué et ça peut devenir très vite violent. On peut se faire agresser verbalement, on peut se faire agresser physiquement, surtout quand on sort un appareil photo. Et cette journée est un peu spécifique parce que tout le monde fait la fête, tout le monde est un peu pompette. Et déjà, ça facilite un peu les rapports. Et il y a une sorte de truc admis où cette journée, il y a plein de photographes qui se promènent dans le quartier de Meacharim et qui font des photos. Et donc moi, je me promène avec Thomas et je rentre dans ce qu'on appelle une yeshiva. C'est une école religieuse où ces hommes et ces femmes étudient la Torah toute la journée. Et en fait, il y a il y a toujours des banquets qui sont organisés avec deux estrades face à face. Et donc moi, je passe d'un côté, je repère une scène et je vais essayer de choper cette scène assez incroyable où on voit cet homme pleurer, ces hommes. On ne comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Et donc voilà, je vous raconte ça parce que c'est une image qui est différente. D'habitude, je travaille en série, je travaille en reportage, je raconte des histoires avec plusieurs images. Là, c'est une image qui raconte une histoire à elle-même et qui suffit à elle-même toute seule. Et c'est une image qui m'a permis de gagner quelques prix et puis aussi de raconter de manière un peu différente ce qui peut se passer dans un quartier ultra religieux à Jérusalem. Oui, elle a gagné. Rappelle-moi le nom du prix qu'elle a gagné. Elle a gagné le prix de la single shot au festival Kolga de Tbilissi en Géorgie, qui est un super festival. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. Tous les ans, ils ont une super programmation. Poum, poum. Tu envoies souvent, tu postules souvent justement à des prix comme ça où on a parlé entre nous aussi des résidences qui est aussi une source de financière non négligeable aujourd'hui pour les photographes. Est-ce que c'est rentré dans une certaine démarche chez toi aujourd'hui? À vrai dire, oui, c'est assez nouveau hein, parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, moi, je considère que je suis entré dans une nouvelle phase de mon travail et que maintenant, je suis plus légitime pour faire des sujets perso, et pour faire un travail de qualité et pour le proposer et dans les festivals et dans les prix. Donc là, à vrai dire, je pense que cette image, c'est la première fois que je postulais une des premières fois où je postulais à un prix, en fait. Et c'est pareil maintenant maintenant, dorénavant, à chaque fois que je travaille sur un projet perso, j'essaye de le proposer soit pour des prix, soit pour des festivals, soit pour obtenir des bourses qui vont me permettre de continuer à travailler sur le sujet. Mais c'est relativement nouveau. J'avais pas cette démarche-là avant, j'avais pas cet automatisme. Mais ça prend énormément de temps aussi, c'est beaucoup de travail. Donc maintenant, j'y consacre plus de temps. D'accord. On Voilà. remercie Fabrice qui nous a donné quelques compléments d'informations quant à cette fête juive. Voilà. Oui, c'est ça. La tentative d'extermination grâce à une femme, Esther. Ouais, voilà. Exactement. Ils ont échappé à une extermination et depuis, on mange les oreilles de ce diable qui s'appelle Haman, qui a voulu exterminer les Juifs. Et maintenant, c'est devenu des petits gâteaux qu'on mange pendant la fête de Pourim. Et puis, c'est accessoirement un super carnaval. Tout le monde se déguise cette journée-là en Israël et fait la fête. Merci, Fabrice. Avant de passer peut-être à ton travail sur le dérèglement ou la transition climatique, on va peut-être répondre à la question de Sébastien, qui a une question sur tes expos et quel est ton niveau de démarchage? Ouais, les expos, comment ça se passe pour démarcher, financement, vente de tirage, potentiellement conférence. Et ben, écoute, ça aussi c'est relativement nouveau. Les quelques expos que j'ai fait, c'est via des appels à projets en fait. Hein. Je réponds à des appels et puis je suis sélectionné et je suis exposé. Pareil pour, par exemple, le sujet sur Kinou, il a été exposé au festival Lumix à Hanovre. C'est le festival de jeunes photojournalisme de Hanovre, de Lumix à Hanovre, qui est un super festival aussi tous les 2 ans. Mais c'est des appels à projets en fait. Je réponds à des appels et je suis sélectionné ou pas et j'expose. Après, en termes de rémunération, c'est compliqué parce qu'on n'est pas payé. Normalement, on est payé parce que en fait, c'est du droit d'auteur. Hein. On soumet, enfin, on accorde nos œuvres et nos travails d'auteur pour qu'ils soient exposés. Donc, on est censé être rémunéré.
Sauf que ce n'est pas le cas. C'est en train de changer. Il y a eu pas mal de tribunes qui ont été faites dans cette direction. Et maintenant, je crois que Visa paye un peu Visa pour l'image, paye les photographes. Arles, je crois que ce n'est pas encore le cas. Les femmes s'exposent de Béatrice Tupin rémunère toutes les femmes exposées, par exemple, en droit Il me d'auteur. semble que la MAP à Toulouse paye les droits d'auteur. La GACI, là, je suis sélectionné pour la GACI cette année. Ils rémunèrent aussi les photographes. Donc, il y a un vrai effort qui est fait de ce point de vue-là, mais c'est pas encore démocratisé, généralisé. Et les conférences, non. Enfin, non, je fais pas particulièrement de conférences ou de. Non. En tout cas, t'en fais une pour Laïka, c'est bien. Voilà, pour les cas, avec grand plaisir. Et on peut peut-être, justement, tu parlais de la Gacilly, tu parlais de ce prix, enfin en tout cas de cette sélection. On peut peut-être déjà aller voir le sujet que tu as traité Ouais, et qui aurait dû, alors c'est encore du conditionnel parce qu'on ne sait pas quand tout ça va rentrer dans l'ordre, mais qui aurait dû, je crois, les dates c'est en juillet, hein, c'est à partir de juillet, il me semble, la Gacilly. Alors, non, ça commence même avant. En fait, le sujet que je vais vous montrer là, il a été sélectionné à la fois pour l'UMIX de cette année, pour être exposé et concourir pour des prix, mais l'UMIX a été annulé. Ils viennent d'annoncer l'annulation. Ils vont le transformer en festival, en e-festival. Je ne sais pas comment ça va prendre. La MAP a fait pareil. Ouais, MAP a fait pareil. L'UMIX était prévu fin juin. À la GACI, le week-end d'ouverture, c'est fin mai. Et pour l'instant, ils le maintiennent parce que c'est en plein air. Donc, j'espère, on croise les doigts, j'espère que ça va être maintenu. Voilà. Et donc, je peux peut-être passer à ce sujet. Pendant le confinement, carte de presse. Ok, ouais, je reviendrai là-dessus tout à l'heure si vous voulez bien. Je vous montre rapidement le projet sur le dérèglement climatique que j'ai débuté en septembre 2018. Pardon, je le trouve pas. Ici, voilà. Alors, en fait, l'idée de ce projet, il est assez simple. En fait, c'est rien de révolutionnaire. C'est le dérèglement climatique impacte la Terre depuis maintenant assez longtemps. Sauf que voilà, j'ai envie de le raconter d'une manière qui m'est propre, à travers des sujets qui moi, me parlent et qui, à mon avis, vont parler au plus grand nombre aussi. Et l'idée, c'est de faire une série de reportages, à chaque fois sur une thématique, en tout cas sur une zone du monde différente qui raconte quelque chose de différent. Et là, le premier épisode de mon projet se passe aux États-Unis, sur une petite île qui s'appelle Tangier. Donc là, on est dans l'État de la Virginie, à moins de 2 heures de route de Washington DC, la capitale. Et en fait, c'est une petite île où habite une communauté de à peu près 500 personnes. C'est des pêcheurs de crabes notamment. Et en fait, l'île, de par sa situation géographique et de par le dérèglement climatique, est extrêmement menacée. Donc, elle est située dans la baie de Chesapeake, donc soumise aux marées, qui apportent de l'érosion. Mais l'érosion est accélérée par les marées qui sont plus importantes à cause du dérèglement climatique et par la montée des eaux, qui, dans cette zone du monde, est à peu près 2 fois plus rapide qu'ailleurs sur le globe. C'est à peu près 5 mm par an au lieu de 2,5. Et donc voilà, je suis allé sur cette île. Je vous défile un peu les images pour essayer de documenter la situation, de voir ce qui s'y passe, comment les gens y vivent. Parce que selon les études qui ont été faites par des scientifiques, qui ont été publiées dans la revue britannique Nature, donc c'est quand même assez sérieux, l'île devrait disparaître dans même pas 50 ans parce qu'ils perdent 4 mètres de côte par an. Enfin, c'est très rapide, c'est très dramatique. Et ce qui est un peu particulier, c'est que les gens qui peuplent cette île sont climato-sceptiques. En fait, c'est ça qui est un peu le twist du sujet, ce qui rend l'histoire encore plus intéressante. C'est cette communauté ne croit pas dans le dérèglement climatique. Ils sont républicains historiquement, ils sont trumpistes, ils ont soutenu Trump en 2016, ils le soutiendront encore en 2020. Et donc en fait, pour moi, c'était un peu une situation folle parce qu'ils voient le dérèglement climatique se dérouler sous leurs yeux et ils n'y croient pas, quoi. Donc c'est complètement absurde. Et j'ai voulu un peu mettre en image cette absurdité et raconter l'histoire de ces gens. Donc voilà, là je suis dans une approche j'essaye d'aller dans une approche qui est plus vers la photo documentaire, avec plus de recul, peut-être un peu moins de reportage pur, prendre un peu plus de distance avec mes sujets.
et de retranscrire une atmosphère, de retranscrire une situation, quoi. Donc là, pareil, je passe une dizaine de jours sur l'île et là, je suis tout seul, j'arrive tout seul et je fais mon petit réseau et je construis mes personnages au fur et à mesure en rencontrant les gens, en papotant et puis en expliquant ce que je fais, quoi. Donc évidemment, ouais, c'est pas compliqué. C'est un peu compliqué de discuter avec des climato-sceptiques, donc j'essaie de rester le plus neutre possible. En fait, je suis pas là pour les juger, je suis là pour photographier leur vie, en fait. Voilà. Donc ils sont aussi très très croyants, ils sont évangéliques. Voilà. Donc j'ai passé une grosse dizaine de jours et l'idée c'est de pouvoir y retourner bientôt. J'ai postulé à plusieurs bourses, à plusieurs prix pour pouvoir obtenir un budget et y retourner bientôt. Ouais, Et tu as prévu d'y retourner régulièrement, puisque tu disais que la submersion arriverait d'ici 40 ans, c'est ça? ouais, c'est ça. Euh, Ça, là, j'avais prévu d'y retourner peut-être avant la campagne présidentielle des États-Unis. Donc c'est en novembre, mais là, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire ou pas. Oui, j'ai envie de suivre. La situation, elle évolue très très rapidement. Comme on voit sur la première image, c'est une vue qui est faite au drone. Sur ce projet, je fais pas mal d'images au drone pour qu'on puisse bien se représenter la situation. Vous voyez, là, c'est marée haute. Tous les jardins sont inondés, la terre disparaît très très rapidement. Voilà. Donc oui, j'aimerais bien y retourner pour continuer à documenter ce qui s'y passe. et tu veux t'arrêter que sur cette région-là, ou il y a peut-être d'autres régions que tu as déjà Non, justement, ciblées pour faire des ouais, parallèles? ouais, justement, en fait, c'est l'idée du projet à la base, c'est que ça se cantonne pas à une zone de la planète, mais en fait, je le décline. Et après avoir fait ce reportage, je précise juste que ce reportage, en fait, j'ai réussi à le vendre avant de le réaliser au magazine Le Point, et que en fait, je leur ai vendu en texte et en photo, c'est-à-dire en reportage texte avec des photos d'illustration. Donc, je suis parti tout seul, j'ai fait les deux. Et ensuite, moi, j'ai fait un vrai travail photo pur pour moi sur place, pour pouvoir le décliner en photo reportage, en projet photo par la suite. Ok. Donc voilà. Par la suite, je poursuis mon projet global avec notamment Saint-Louis au Sénégal. Donc ça, c'est l'épisode numéro 2 de mon projet. Désolé. Donc voilà, je raconte une autre problématique. Là, on est au Sénégal, on est au nord du Sénégal, sur la côte atlantique, sur la ville de Saint-Louis. Et en fait, l'érosion et les houles, qui sont de plus en plus importantes, détruisent les villages de pêcheurs qui se situent sur la côte. En fait, avant, ils avaient… voilà, donc là, on est au bord de l'eau. Avant, ils avaient plus de 300-400 mètres avant de trouver l'eau, 300-400 mètres de plage. Et là, l'eau vient taper sur leur maison et les détruit. Et donc, ça cause des morts, ça cause des blessés. Et surtout, ça remet en question, ça remet en cause tout l'écosystème d'une région. C'est-à-dire que là, c'est une zone, c'est un quartier de Saint-Louis qui s'appelle Gendar, qui est surpeuplé, comme on peut voir sur cette photo. C'est une des zones les plus densément peuplées du monde. Promiscuité, pauvreté, c'est vraiment très compliqué. Et en fait, ces gens vivent que de la pêche, quoi. Et là, à cause de ces dérèglements, donc notamment destruction de leurs habitations, des houles plus fréquentes, et en plus, le dérèglement climatique a un impact aussi sur les poissons qui sont présents sur le littoral. Et en fait, voilà, ça remet ce deuxième volet est aussi pour montrer ce qui se passe. Le premier, c'était plus pour montrer que le dérèglement climatique impacte et va impacter des zones développées, des zones riches comme les États-Unis, comme la capitale des États-Unis. Mais aussi, le deuxième volet, c'est pour montrer que comment le dérèglement climatique impacte et va chambouler l'économie d'une zone beaucoup plus sensible comme Saint-Louis au Sénégal. Voilà, donc là, je documente. Je suis allé aussi dans les premiers camps de réfugiés climatiques de Saint-Louis, en fait, parce que les gens dont la maison est détruite sont relogés dans des camps de fortune par les autorités. Mais bon, vous voyez, c'est des tentes, il fait 40 degrés, il y a 3 toilettes pour 500 personnes. C'est des conditions qui sont très complexes. Voilà. Donc c'est un petit aperçu du sujet, hein. Voilà.
Et là, Donc, excuse-moi de faire une transition. Alors, je vais revenir sur une des questions. Excusez-moi, je ne sais plus qui l'a posée parce que c'est un peu plus haut, sur cette, qui va peut-être faire un lien avec ce qu'on est en train de vivre, puisqu'on entend de différentes manières, documentées, un peu moins documentées, humoristiques ou très graves, que ce qui nous arrive en ce moment vient de toute façon aussi d'un dérèglement ou en tout cas d'une problématique que notre Terre est en train d'essayer de résoudre, on va dire. Et là, vous voyez le lien que je suis en train de faire avec justement ce confinement, qui est une résultante de ce qu'on est en train de vivre. ouais. Est-ce que tu le documentes à ta manière, qu'elle soit esthétique, douce, amère, documentée, voilà. Alors, oui, enfin, oui, évidemment, parce que je fais des photos tout le temps. Enfin, je fais des photos tout le temps, donc je fais des photos pendant le confinement aussi. Je vous épargne les photos Tu as un chat? de chat, de tout ce que tu veux. Voilà, c'est bien de documenter son quotidien, mais quand c'est fait par 60 millions de personnes en même temps, ça devient un peu chiant. Donc non, enfin, après, j'ai pas révolutionné le truc non plus, mais j'ai essayé de documenter la première semaine de confinement à travers mon point de vue, en fait, en réfléchissant à la notion de distanciation sociale. Euh, Merci, de distanciation sociale, c'est-à-dire ce terme nouveau qui est apparu dans notre vocabulaire, aux infos en permanence. J'essaie de comprendre ce qu'il voulait dire et comment je pouvais le traduire en photo, en fait. Et ça m'a évoqué plusieurs choses. Déjà, ça m'a évoqué le rapport au sujet, qui est évidemment fondamental en photographie, et comment je peux traduire ce rapport au sujet, cette distance au sujet, pardon, qui est impossible dans le confinement. Alors moi, j'habite au 5e étage et j'ai fait des photos de chez moi. Euh, Encore une fois, c'est rien de très original, c'est juste la manière dont j'ai traduit ça la première semaine de confinement. Et voilà, donc j'ai fait un petit essai photographique sur la distanciation sociale. Et c'est la première semaine, en fait, parce que j'ai essayé de voir comment la vie quotidienne à ma fenêtre, chez moi, se modifiait, en fait, parce que j'habite à Pantin, donc juste à côté de Paris, à côté du périphérique. Et en fait, c'est une artère populaire qui est blindée de monde, avec la double, triple, quadruple file, des gens partout, enfin, c'est très mixé, c'est très actif. Et là, en fait, du jour au lendemain, évidemment, il n'y a plus personne dans les rues. Les gens ont commencé à porter des masques et les gens ont commencé à s'éloigner. Enfin, je veux dire, je vous apprends rien, vous vivez comme moi ce confinement. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer d'appliquer la distanciation sociale aux photographes que je suis et surtout à essayer de trouver une réponse à ce paradoxe, parce que d'habitude, moi, c'est l'inverse ma démarche, c'est-à-dire c'est aller au plus proche de mes sujets, au plus proche de mes personnages. Donc là, j'essaie de documenter ça comme ça. Donc voilà, ça donne des images qui sont faites au 90 mm et qui sont après recroppées dans la plupart du temps pour créer cette forme de proximité, mais tout en montrant la distanciation sociale. Voilà, c'est une forme d'interprétation de ce que j'ai vu et de la manière dont mon monde et dont notre monde s'est transformé en l'espace de quelques jours. Voilà, en jouant avec les ombres et les lumières et la couleur des masques et des gants aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour… C'est un boulot que tu as fait pour toi ou tu as l'ambition peut-être de le présenter, ou tu l'as peut-être déjà fait d'ailleurs, tu l'as peut-être déjà envoyé à des rédactions? Ouais, je l'ai envoyé à des rédactions. Après, ce qui sera publié, je sais pas. C'est pas. L'idée, c'est pas de le publier. L'idée, c'est de continuer à documenter mon quotidien, comme Mmh. je documente soit dans mes reportages, soit dans ma vie quotidienne, en fait. Mmh. Et après, oui. Donc, enfin, moi, 90% de mon boulot s'est arrêté confinement. J'ai eu une commande, donc je suis sorti pour bosser. J'ai la carte de presse, donc je sors aussi pour faire des photos dans Paris, pour documenter ce qui se passe dans Paris. Enfin, la première semaine, c'est évidemment le choc des rues vides, des places vides, des artères vides. Après, on documente d'autres choses. Là, j'ai une proposition pour un reportage à Marseille avec les pompiers. Je ne sais pas si je vais l'accepter. En fait, j'ai pas encore pris de j'ai pas encore tracé de ligne rouge. Je ne sais pas si je vais l'accepter, je ne sais pas si je vais prendre le risque ou pas. Il faut que je prenne une décision là-dessus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une période intéressante pour réfléchir à la photographie et à sa pratique de la photographie en ayant en ayant une contrainte, une énorme contrainte supplémentaire. Mmh. Sébastien, je me permets d'intervenir. Il y a une question qui revient un petit peu tout le temps par rapport à ton traitement d'image.
À mon et traitement. autant que tu y passerais. Ok. Alors, en fait, moi, là, sur mes projets perso ou même sur mes commandes, j'essaye d'avoir une colorimétrie enfin, c'est un traitement qui est assez doux en fait, mais que j'essaye de se faire rapprocher de ce que je fais en argentique en fait. Euh, En argentique, je travaille en couleur, je travaille avec de la Portra. Voilà, j'adore le rendu de la Portra Kodak, et j'essaie de me rapprocher ma colorimétrie en numérique. J'essaie de la faire se rapprocher le plus possible de la colorimétrie Portra, en fait, très simplement. Et j'y passe pas un temps fou. J'y passe pas un temps fou. En fait. Non, je sais pas si ça répond à la question. Si, peut-être dire quel logiciel tu utilises. Je crois que tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais peut-être le Ouais. répéter. J'utilise Lightroom en fait sur le très 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 gros de mon traitement, Lightroom, et après dans quelques cas rarissimes, Photoshop, mais sinon je fais beaucoup sur Lightroom. Il y a Thomas qui, justement, qui a Ouais. réagi à ce que tu disais sur le traitement. Il y avait une question sur la carte de presse tout à l'heure aussi, j'y ai un peu répondu, mais oui, j'ai la carte de presse et je l'ai depuis 5 ans, je crois. Parce que voilà, je travaille essentiellement pour la presse, même si je fais quelques petits boulots à côté de corporate pour gagner de l'argent aussi. Mais la grande majorité de mes revenus provient de la carte de presse. Et la condition pour avoir la carte de presse, c'est d'avoir au moins 50% de ses revenus qui proviennent de la presse. Donc oui, voilà. Sinon, Manu, dis-moi. Attends, je vais remettre ma caméra. On s'était dit que tu pourrais peut-être nous parler des livres qui t'ont inspiré, enfin des livres, en tout cas des photographes qui t'ont inspiré, et alors photographe ou autre d'ailleurs, toute forme artistique est sans doute inspirante, que ça soit de la peinture, que ce soit de la musique, que ça soit de tout, du cinéma. On parle beaucoup de photos en cinéma. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Ouais, bien sûr. Ben, en fait, moi, ce que je te disais, c'est que très honnêtement, j'ai pas une culture photographique complètement folle, quoi. Enfin, j'ai appris sur le tard, et je fais ma culture photographique au fur et à mesure, et je fonctionne vraiment beaucoup sur l'instinct et sur le ressenti, en fait. Donc, si je vais vers les choses qui m'attirent, sans forcément avoir 15 références en tête, que ce soit de la référence photo, film ou même artistique en peinture. Enfin, voilà, je suis capable d'identifier, je suis capable de me reconnaître, mais je ne passe pas mon temps à justifier mon travail avec des références ou à m'inspirer de références pour faire ce que je fais, en fait. Mais après les gros chocs les gros chocs en photographie quand j'ai commencé, quand j'ai débuté la photographie, c'était Depardon déjà. Enfin, pour moi, Depardon, c'est un type incroyable parce qu'il est capable de tout faire en fait. Le mec, il a fait paparazzi, il a fait de la mode, il a photographié le désert, des hôpitaux psychiatriques, il a fait du reportage, il fait du tapis rouge à Cannes. Enfin, c'est un vrai caméléon, et je pense que déjà, c'est très admirable parce que c'est une vraie remise en question de s'aventurer dans des domaines qu'on ne connaît pas et sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise. C'est une remise en question perpétuelle, et c'est aussi une manière d'évoluer dans sa carrière, et c'est ce que j'essaie de faire en gardant toujours l'exemple de Depardon en tête. Et en plus, il est très fort en film. Hein. Il fait énormément de films documentaires. Il a travaillé un peu pour les politiques, il a travaillé pour lui-même aussi. Il a pris beaucoup de risques dans sa carrière. Il a essayé de se réinventer plusieurs fois. Et c'est quelqu'un que je garde en tête en permanence dans mon travail. Et que oui, enfin, c'est une sorte de fil rouge dans mon boulot, quoi. Et il y a ce petit bouquin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Errance, qui est genre le meilleur compagnon de voyage où il livre des réflexions sur la photographie, sur comment photographier, sur comment se perdre, sur comment retrouver son chemin. Enfin, c'est assez chouette. Je trouve que ce qu'il dit, c'est très juste, en fait. C'est toujours très juste ce qu'il dit. Voilà. Pour vous donner 2-3 petites références de ce que j'aime, de ce qui me fait un peu vibrer en photo. Enfin, c'est pas du tout exhaustif, et c'est plus ce que je regarde en ce moment, et les derniers vrais coups de cœur. Je pense qu'en termes de portrait, très rapidement, pour passer sur le portrait,
Moi, j'aime beaucoup ce que fait Stéphane Lavoué, ce que fait Olivier Metzger. Je trouve qu'il y a une lumière qui est ultra cinématographique et qui est très en place et très, très maîtrisée. Et j'adore, vraiment. Nadav Kander, qui est un maître absolu, je pense. D'ailleurs, il vient de sortir un livre qui est formidable, qui s'appelle The Meeting. Pour De Pardon, c'est un parmi tant d'autres, mais je trouve que son boulot sur Afrique est incroyable, parce que c'est plein d'êtres humains. Montre-nous la couve un peu mieux. Ouais, voilà. Je trouve que c'est très humain parce qu'il y a plein de boulots de Pardon où c'est beaucoup de vide. Enfin, je sais qu'il adore photographier le désert, il adore le vide. Là, c'est très humain comme approche, en noir et blanc, c'est très chouette. Ah ouais, ce qui m'a aussi vachement marqué quand j'ai débuté et ce qui m'a orienté, c'est la photographie sociale américaine avec le boulot de Dorothy Lange, de Walker Evans, qui ont photographié la Grande Dépression aux États-Unis. C'est ça aussi, c'est ce qui m'a donné envie de faire du reportage et du reportage avec une portée documentaire. Et en fait, je vous conseille vraiment ce bouquin de Walker Evans et de James Hadji. En fait, c'est le bouquin qui est issu de la commande qu'ils ont eue. Je sais plus, c'est une institution américaine qui leur a passé une commande sur le monde paysan, les cotonniers, les méthaniers, je crois, je sais plus. Et en fait, c'est le récit texte et photo de toute cette commande et de tout le boulot incroyable de Walker Evans. C'est vachement bien. De tous les travaux, je vois de la couleur et le noir et blanc. En fait, je fais pas beaucoup de noir et blanc. Je suis plus sensible à la couleur dans mon travail. En fait, que penses-tu d'Instagram? Tu n'as pas mis tes photos les plus connues. Qu'est-ce que je pense d'Instagram? Je pense qu'Instagram, c'est un bel outil pour et à la fois consommer de la photographie, à la fois former son regard et découvrir des choses. Et puis, ça peut être aussi un bel outil pour faire de la promotion de son boulot. Après, moi, je suis pas ultra présent. J'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Je diffuse mon travail. Je diffuse plus les choses qui me font plaisir plutôt qu'un truc systématique où je vais mettre mes derniers projets, mes dernières parues. Voilà. Ça me permet de faire un tout petit lien avec Instagram. Vas-y. Sur en fait un hashtag qu'on a lancé, que Ouais. Leica France a lancé, qui est le hashtag Leica at Home, Ouais. qui vous permet, vous photographes, de poster votre vue de ce confinement, votre ressenti, votre interprétation du confinement. Il y a un joli prix à l'appui, puisque les meilleures photos en fait seront exposées. Alors quand, ça c'est pareil, on ne sait pas trop, mais seront exposés dans notre galerie qui est au Leica Store rue du Faubourg Saint-Honoré, qui est une très belle galerie. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et voilà. Ouais, carrément, Un n'hésitez petit pas message. à participer. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs super chouettes sur Instagram avec le hashtag. Et puis bon, on a du temps, donc autant être créatif et inventif. Si vous deviez choisir une seule focale, laquelle et pourquoi? C'est le 35 en fait. Moi, c'est ma focale, c'est ma focale de prédilection parce que je trouve que du moins pour moi, c'est la meilleure focale pour faire du reportage et c'est celle que j'utilise la très grande majorité du temps en fait. Voilà. Après, ça c'est très personnel. Hein. Chacun a son approche et c'est aussi une question de distance par rapport au sujet. Hein. Certains préfèrent le 50, d'autres le 35. Voilà, ça se justifie personnellement. Voilà, je sais pas Manu, est-ce qu'on a Pour répondre à Laurent qui vient de me poser une question sur ta bibliographie, ce qui est Ah ouais, prévu, alors vous l'aurez bien imaginé que la question n'était pas arrivée comme ça, c'était un peu préparé, mais en fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est avec les 9 interventions, justement de faire un listing de toute cette biblio et de vous l'envoyer par email. Voilà. Donc, ouais. vous aurez tous les livres qui sont présentés. Et pour passer très rapidement, je vais pas tous vous les montrer, mais il y a Guillaume Herbeau. J'adore le travail de Guillaume Herbeau en photodocumentaire. Il fait des choses incroyables. Là, j'ai un bouquin de lui qui s'appelle 7 sur 7, par exemple. Je les mettrai dans le truc. Un coup de cœur récent, c'est Alexis Pazoumian qui a fait un super boulot sur la Nouvelle-Orléans et la musique black à Trémé. Et c'est vachement bien. Ça s'appelle Faubourg Trémé. C'est super cool.
Et ouais, il y a les éditions de La Martinière qui viennent de sortir une sorte de rétrospective de tout le boulot de Marc Ribot en Chine. C'est plus de 35 ans de taf en Chine, c'est vraiment formidable. Et le dernier gros coup de cœur que j'ai eu aux rencontres d'Arles l'année dernière, c'est une nana qui s'appelle Evangelia Cragnotti, une photographe grecque qui a bossé sur plein de thématiques, et notamment elle a fait un sujet sur les marins qui naviguent pendant de longs mois sur les bateaux et les tankers, et leur rapport à l'amour et au sexe. Et en fait, c'est juste sublimissime, quoi. Je vous encourage à aller voir son boulot. Ça n'a pas été publié en livre, mais voilà, c'est les derniers petits coups de cœur. Et il y a aussi en noir et blanc, pour le coup, Seb van Malegem, qui est un photographe belge qui fait des super boulots en noir et blanc. Et notamment, là, il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Nordique, et qui est formidable. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà pour la recommandation. On vous mettra tout ça en lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Manu, je ne sais pas si on a encore du temps ou si vous avez encore de la patience. Je ne sais pas. De la patience, c'est la première question. Du temps, écoute, je crois qu'on en a tous un petit peu, malheureusement. Non, mais effectivement, les questions peuvent venir au fil de l'eau, comme ça. Si vous en avez d'autres, on peut revenir sur certaines choses que tu as dites précédemment. On peut. Ouais, et je peux peut-être terminer par vous montrer un peu le boulot en portrait, parce que là, on a passé pas mal de reportages. Mais ouais, je terminais par ça. En fait, le portrait, en fait, c'est une partie importante de mon boulot en commande pour les journaux. Parce que moi, je ne suis pas portraitiste, hein, je ne me considère pas du tout comme portraitiste. Pardon. Il y en a des très bons, il y en a que j'admire, que j'ai cités notamment. Sauf que quand on travaille pour la presse, à Paris notamment, il y a beaucoup et qu'on ne travaille pas sur l'actualité chaude, on se retrouve à faire beaucoup de portraits. Et en fait, pour moi, le portrait, ça n'a pas été naturel parce que je suis reporter et que j'aime le reportage, mais je m'y suis mis et en fait, c'est un super exercice en fait. C'est un super exercice parce qu'on peut soit le faire en lumière naturelle, soit en apportant ses éclairages et en maîtrisant soi-même la lumière. Et c'est un très bon exercice parce que c'est un combat en fait, c'est un combat entre le photographe et le sujet photographié. C'est un combat pour le guider ou pour pas le guider. Je sais qu'il y a plusieurs approches. Il y a certaines personnes certains photographes qui parlent énormément, d'autres qui parlent pas du tout, qui laissent libre cours à une sorte de tension qui s'installe entre le sujet. C'est aussi un bon exercice parce que souvent en presse, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'exemple de Wawrinka, on n'a pas beaucoup de temps, quoi, tu vois, et c'est vraiment compliqué de faire un bon portrait en 3 minutes, et c'est un bon exercice en fait, je pense. Et qu'est-ce qu'un bon portrait? Un bon portrait, c'est un portrait qui raconte quelque chose. Encore une fois, c'est comme les images en reportage, quoi. Si ton portrait il permet de faire transparaître la personnalité de quelqu'un ou de faire passer un message, soit dans la manière dont tu l'éclaires, soit dans la manière dont tu diriges ton sujet, je pense que c'est un bon portrait. Tu shootes en 35 mm et tu utilises l'outil de recadrage de façon régulière ou tu gardes souvent tes formats originaux? Non, très peu de crop en fait. Je suis pas du tout un fanat de crop, sauf là sur le petit photo essai sur la distanciation sociale. Sinon, en termes de portrait, je crop pas du tout, quoi. Quand j'ai besoin de faire des portraits contextualisés, c'est au 35, et sinon c'est du 50. Et voilà, en fait, ce qui est intéressant dans le portrait aussi, c'est que c'est un espace de liberté, parce que quand on reçoit une commande de la part d'un magazine, on a une attente de la part d'un directeur artistique ou d'un chef photo. Et si on a du temps avec le sujet, on peut faire d'autres choses aussi, quoi. Donc voilà, par exemple, la première image que vous voyez, c'est une écrivaine. Ouais, je vais défiler, pardon. C'est une écrivaine franco-iranienne que j'ai fait pour Le Point, qui est passée en cover du Point. Mais bon, vous imaginez bien que ça, c'est pas un traitement que Le Point va publier, quoi. Donc là, je fais le taf que Le Point me demande. Et après, moi, là j'ai eu du temps avec elle, on a sympathisé et on a pu faire d'autres choses. Donc là, je fais une image que moi, je fais mon interprétation du portrait, en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire et ce qui me fait plaisir dans le moment où je le photographie. Oui, tout est fait au Leica. Ouais. Donc là, voilà, quelque chose qui est plus clair-obscur et qui correspond peut-être plus contrasté à un traitement presse magazine masculine, en fait. Là, d'autres portraits.
Ça, c'est pour l'équipe magazine. C'est une tenniswoman espagnole. Gabriele Muguruza. Muguruza, exactement. Très sympa aussi. Là, c'est un shooting qui s'est bien passé où j'ai eu plus de temps que prévu. Là, sur l'image de droite, c'est des expérimentations que j'ai faites en fait avec deux sources de lumière pour créer un flou de bouger où j'ai un flash qui fige l'image et j'ai une source de lumière continue qui me permet d'avoir un flou de bouger. Où j'essaie de transmettre quelque chose d'assez différent. Voilà, après, je vous ai mis des choses très différentes hein, parce que j'aime bien ne pas m'enfermer dans un truc et puis tester plein de choses quand j'ai l'opportunité de faire des portraits. C'était voilà, pendant le confinement, Arditi? Non, c'était pas pendant le confinement, mais ça aurait pu. Parce que c'était chez lui et puis il prenait l'apéro. Mais voilà. Donc voilà, d'autres types d'expérimentation. Là, on voit une image de Nadal et c'est aussi même quand j'ai pas beaucoup de temps, en fait, j'essaye de. Bon, là, l'enjeu n'était pas énorme parce que je devais faire une photo de Nadal pour un truc très spécifique pour l'équipe avec un prix, avec une coupe et tout. Donc, c'était un truc très basique. Mais en fait, j'ai eu 1 minute 30 avec lui. Donc, j'ai fait 30 secondes pour la photo que le journal m'avait demandé. Et après, j'ai utilisé le reste du temps pour faire d'autres choses que j'avais envie de faire. Et j'avais envie d'utiliser cette opportunité pour raconter à ma manière comment je photographiais Nadal, en fait. Et c'est ça qui en est ressorti. Donc après, voilà, il y a des choses qui sont beaucoup plus classiques, comme à gauche, ou en clair-obscur encore, comme à droite, ça fonctionne assez bien. Pardon. Là, il y a Piqué. Piqué, c'était très compliqué parce que là, pareil, j'ai eu 3 minutes, on était dans des bureaux très, très laids, avec aucun contexte exploitable. Donc là, on essaie de ruser et de faire des photos parce que c'était pour une couverture, c'était pour une ouverture aussi. Donc, il faut faire un maximum de situations qui soient assez esthétiques pour faire une cover, qui racontent en même temps l'histoire du sujet. Et voilà. Donc c'est pour ça, à chaque fois, c'est un défi. En fait, pour moi, c'est un vrai défi le portrait parce que c'est une remise en question et c'est un exercice et il faut réussir à accomplir quelque chose dans un espace-temps réduit et avec des contraintes qui sont souvent très, 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 très dures. En fait. Voilà. Voilà, 2-3 petites choses. Voilà. Donc, il y a certains qui sont, on voit que c'est plus posé, on voit que j'ai eu plus de temps, et d'autres qui sont un peu plus prises sur le fait. Beaucoup de sport hein, en portrait. Ouais, parce que l'équipe mag m'a fait beaucoup bosser et c'est souvent des jolis portraits de sportifs et des jolis reportages, mais beaucoup de portraits. Ça, par exemple, cette photo de ce basketteur, en fait, c'était un gros sujet, une couverture sur lui. Donc, on a à la fois des portraits qui sont un peu posés comme ça, mais où je lui fais faire des choses, et qui est combiné avec du reportage, parce qu'on a passé plusieurs jours avec lui. Donc, on combine les deux, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment plein de traitements différents et plein d'expérimentations. Attends, je regarde les questions. Combien de langues parles-tu ? Pourquoi avoir mis les... Attends 2 secondes, je remonte. En forme de boîtier. En termes de boîtier, en termes de boîtier, je travaille qu'OM en fait. J'ai testé le SL, j'ai pas testé le Q, mais en fait c'est mon boîtier préféré le M. Et comment ça? C'est parce que Leica veut pas me prêter le Q pour que je ouais, mais bien sûr. Combien de langues parles-tu? Je parle anglais. Je parle 2-3 mots d'hébreu, 2-3 mots d'arabe, mais je parle anglais. En fait, je me débrouille avec l'anglais tout le temps. Des contraintes particulières en termes de cadrage pour une couverture. Ouais, ça dépend des mags en fait. Ça dépend des mags et des briques DDA parce que certains veulent un cadrage assez large pour pouvoir recentrer. Et ensuite, ça dépend de ce que le DA a en tête. Si c'est le cadrage, ça dépend de ce qu'il veut faire. Si c'est un close-up, si c'est un portrait contextualisé, c'est à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais quand c'est bien fait de la part des mags, on est briefé, donc on sait quoi faire. Mais en général, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, donc il faut faire le maximum de trucs. Donc, voilà. C'est un peu...
C'est quoi ton tout premier reportage photo? D'ailleurs, comment as-tu réussi à percer un peu là-dedans? C'est un milieu assez fermé. Comment j'ai réussi à percer? C'est ce que je disais au début. En fait, c'est la persévérance. Enfin, il faut rentrer dedans, il faut aller démarcher, il faut aller proposer des choses, il faut aller faire chier les gens, il faut aller taper aux portes, il faut aller boire des cafés, il faut traîner dans les rédactions, il faut avoir des idées. Voilà, il faut persévérer. En fait, c'est le truc le truc numéro un, c'est la persévérance. Parce qu'il y a 15 000 personnes derrière et puis les journaux, ils ne vont pas venir vous chercher particulièrement, quoi. Le premier reportage photo, le tout premier reportage photo, c'est quand j'étais encore étudiant en master. En fait, je faisais mon master à Nice, je faisais un master européen à Nice, et j'ai pris un bus de nuit pour aller sur un coup de tête faire des photos. À l'époque, c'était la crise des indignés. Donc, j'étais allé à Barcelone. Enfin, ça se passait un peu partout en Espagne, notamment à Madrid, mais aussi à Barcelone. Et donc, j'ai passé 4 jours sur la place principale à Barcelone pour faire des photos des indignés. Et c'était mon premier reportage photo, en fait. C'est ça qui m'a fait vraiment kiffer, de faire du terrain, d'être au cœur de l'action, d'avoir l'impression de documenter quelque chose et de pas faire partie de l'histoire, mais en tout cas faire partie d'une petite histoire et de la raconter avec des images. C'était mon reportage photo, mais je vous le montrerai pas. Ok, voilà. Est-ce que vous avez d'autres Merci Seb, merci beaucoup. Rien, merci à vous tous. J'espère que c'était clair, à la fois dans le propos et à la fois dans la manière dont c'était déroulé sur l'ordinateur. J'espère que ça a été assez fluide, que ça a été instructif. J'espère aussi. Je ne sais pas si d'autres personnes si certains d'entre vous se sont inscrits pour d'autres rendez-vous, donc qui se déroulent tous les mardis et les jeudis à 18h. Je tiens aussi à dire que, bon, encore une fois, on ne sait pas jusqu'à quand nous serons confinés, mais que si celui-ci doit se prolonger, là pour l'instant, nous avons donc prévu des conférences jusqu'au 7 mai, mais nous en organiserons d'autres. Si ça doit se prolonger, je vous avouerai que j'espère que non, on n'aura pas besoin d'en programmer d'autres. Voilà. Et encore une fois, donc on a enregistré cette session. Je ne sais pas. Alors, normalement, les webcams des uns et des autres ne devraient pas être enregistrées. Je vais faire un check quand même. C'est la première fois que j'utilise ce système-là. Et si jamais, je vous enverrai un petit mail en même temps que les bibliographies d'ailleurs, pour vous confirmer ou non que les visages ne sont pas, sont visibles ou pas, et en découlera peut-être une autorisation de votre part pour qu'il soit diffusé. Encore une fois, je ne sais pas si ça sera sur du YouTube, sur le site de l'académie, voilà. Donc, je vous tiendrai informé. Et je remercie déjà Sébastien pour cette bonne heure et demie finalement passée ensemble. Ouais, merci à tous. Merci à tous d'avoir participé et puis d'avoir essuyé les plâtres avec moi pour cette première conférence. C'était nickel. Je pense que ça a plu à tout le monde. Et merci à Leica aussi de donner la parole aux photographes. Je sais que parfois le milieu de la presse c'est un peu obscur et c'est pour ça que c'est intéressant justement. Ce qui s'y passe derrière et puis de me donner l'opportunité de m'exprimer aussi. Enfin, c'est chouette. Donc merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et sans doute à mardi prochain.